Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui au menu, un plat unique, la blanquette, et je vous assure, elle est très très bonne. Dans cet épisode, on va vous parler de l'esprit français avec tout ce que cela charrie, en traitant du film OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, réalisé par Michel Hazanavicius, sorti en 2006 avec dans les rôles principaux Jean Dujardin, Bérénice Bejo et Or Attica, entre autres. En seconde partie d'émission, nous parlerons de nos ressentis autour du film de Clint Eastwood, Cry Macho, et de la dernière bouse intersidérale à 200 millions d'euros, Red Notice, avec Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Et nous finirons en beauté avec les coups de cœur de toute l'équipe. Et pour m'accompagner ce soir dans cette mission de pacification, j'ai la chance d'être accompagné de Loris et de Julien. Bonjour les garçons. Salut Mike. Tu veux dire pacification, tu veux plutôt dire comment garantir la paix dans le prochain Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça que je voulais dire. Petite mission facilement réalisable. Bon, avant de faire un premier tour de table, je vais passer à la question primordiale de cet épisode. L'OSS 117 d'Hazanavicius, simple pastiche second degré ou critique acerbe de la France d'un autre temps. Alors, les amis, votre ressenti sur OSS 117, ce premier épisode? Ce qui est marrant, c'est que je l'avais vu à l'époque de sa sortie. Donc, on parle bien du premier, la première adaptation OSS 117, donc d'Hazanavicius, avec Dujardin. Et j'ai vu le suivant, le 2, mais j'ai pas vu le 3 parce que, comme dit, il y a beaucoup de choses à regarder. Je l'ai vu. Les retours étaient assez mauvais. Et du coup, je me suis pas embêté à le voir. Et je pensais que quand on a dit qu'on allait faire ce film, je me suis dit, tu vois, c'est pas trop mon humour, même si j'aime bien Dujardin, ceci, j'aime bien cela. Et au final, en le regardant de nouveau là, pour préparer l'émission, j'ai beaucoup rigolé. Ouais. On est plusieurs. Ouais. Alors il y a plein de choses qui sont c'est très fin, c'est pas mal. Et puis voilà, pour simplement voilà, j'ai été agréablement surpris de finalement bien aimer regarder ce film. D'accord. Tu l'as vu en 2006 déjà à l'époque? Oui, alors je l'ai pas vu au Cinoche, mais je l'ai vu dans les 2-3 années qui ont suivi. À un moment donné, on l'avait vu, quoi. Je me souviens aussi l'avoir vu à Loris, l'époque. Oui, vas-y. Et j'avais beaucoup ri, mais pas peut-être pour les bonnes raisons. J'avais peut-être pas compris à l'époque la finesse de certaines blagues, et là je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'avoir vu depuis le temps, que c'est tellement bien écrit et c'est tellement drôle en fait, qui pour moi OSS 117 c'est un des films français les plus drôles qui a été fait en fait, pour moi. En tout cas largement des début des années 2000. Parce qu'on est habitué maintenant aux films à la Antoniente, pas super bien écrit, un peu fait pour tout le monde puisse rigoler, alors que finalement il y a aucun vrai travail du réalisateur. Et là sur ce film-là notamment, tu vois que Hazanavicius il fait un vrai travail de réalisateur au service de la blague et de l'humour. Et c'est pour ça que ça plaît quoi. Et Jean Dujardin est incroyable, donc c'est vraiment super film. Jean Dujardin est sublime, je pense. Toi, Mike, t'as aimé toi du coup? Ouais, moi c'est mon humour, c'est typiquement mon humour. Là, j'ai regardé. Mais c'est notre génération d'humour, c'est ça qui est ouf. Mais pourquoi ça nous fait rire nous? Parce que déjà parce que c'est notre génération, parce qu'il y a on connaît Jean Dujardin, d'où il est parti. Il y a son interprétation qui apporte beaucoup aussi, au film. Je pense que. Enfin, je sais pas si vous êtes du même avis que moi. Pas lui. C'est Sourcil. Non, mais il peut passer. C'est un personnage à part entière. Ouais, non, il peut passer d'un personnage à un autre, d'une bouille, comme dans la vidéo que tu m'avais envoyée là, et dans cette vidéo-là, ils disent qu'il peut passer d'une tête de chameau. de James Bond un peu très classe en un dixième de seconde il passe à une tête de chameau ou alors la tête d'un d'un gros benet quoi. Mais voilà, et je suis pas certain que OSS 117 avec quelqu'un d'autre ça aurait eu le même impact. Ils l'ont écrit pour lui. Le scénario a été écrit autour de ce personnage là. Mais moi c'est mon type d'humour, c'est ce film là, comme après on peut peut-être pas comparer, mais c'est dans le même esprit.
c'est aussi un pastiche de plein de choses. C'est Austin Powers, tu vois. Oui, bah, c'est clair. La version américaine, Ouais, tu ouais. vois. Ça, on me les a conseillés quand j'étais au lycée. Je les ai tous regardés. J'ai été Et les déclinaisons qui mort de ont rire. été faites humoristiques, d'ailleurs, avec comme base l'espion qui était à l'origine, parce qu'au cinéma, l'œuvre à l'origine OSS 117, qui était donc toute une série de bouquins, il y en a Jean Brousse. de Jean Brousse, il y en a des 250. 200 points plus. Et moi pour juste pour rire, 65. ouais, 265. 265. En plus, c'est une histoire, c'est une dynastie folle. Enfin, il y a une histoire dingue entre les ayants droit ensuite qui se sont attaqués, qui ont attaqué la femme de Jean Brousse quand il est mort, c'est-à-dire les enfants pour récupérer les droits qui eux Exact. ensuite ont utilisé la franchise. Mais Il y a- juste, je peux couper. Ouais, Juste avant d'aller plus loin dans l'analyse et dans le ressenti de chacun, je me permets de pitcher un peu le film. Ouais, Oui, vas-y, oui, bien vas-y. sûr. Ouais, on l'a pas encore fait. Donc c'est, on est au Caire dans les années 50. Il y a l'agent secret OSS 117, alias Lucien Bramard, alias Hubert Bonisseur de la Barthe, se rend en Égypte et est envoyé en Égypte pour pacifier le Moyen-Orient et retrouver son ami Jack Jefferson disparu en mission. Et Jack. Mais t'es nul, Jack. T'es mauvais, Jack. Ça c'est Ouais, Bryce c'est ça. de Nice. T'es mauvais. Et puis dans cette mission, donc il est aidé par T'es mauvais. Par Bérénice Bejo, alias Larmina. Larmina. Alors, je ne sais Larmina, plus. mon petit. Mon petit. Vous pouvez me déposer la flaque. Non mais voilà. Donc ça c'est le petit pitch. Vas-y, je te laisse reprendre ton analyse. Ouais, non, bah, tout simplement pour revenir, c'est OSS 117 à l'origine, donc c'est quelque chose qui est écrit quand même relativement sérieusement. Ah oui. Il est même écrit avant James Bond. James Exactement. Bond. 3 ans avant, je crois. Voilà, Ouais. donc techniquement. Techniquement, c'est le vrai. Cocorico. Mm. On est de nouveau les premiers à faire un truc, c'est Ouais. bien, mais au fur et à mesure de ces adaptations au cinéma, il va y avoir une période où il va être adapté. Ils vont en faire quelques-uns. Moi, j'en ai vu aucun, mais Ouais. C'était mais les années 60 aussi, il me semble. ouais, et puis comparé aux autres beaux gosses du cinéma et aux autres personnages qui vont justement des Belmondo, des Alain Delon et des gars comme ça qui Il va vont- disparaître. Ouais, ils vont le wipe et puis ça va rien donner. Du coup, lui, il revient avec Azanipsis, il revient Avec le personnage de avec le SS. personnage de 517. Mais juste pour vous donner, je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil au titre des 265. Non. Il y a des titres de ouf. Genre, je vais vous en donner quelques-uns. Ouais, il y en a. Ouais. Un titre qui dit, alors, tu parles d'une ingénue. D'accord. Ok. Pas une pour acheter l'autre. Cache-cache au Cachemire. OSS s'en occupe. OSS Voix Rouge. Chinoiserie pour SS 117. Waouh. Moshku à Moscou. Métamorphose à Formose. Tactique arctique. Agonie en Patagonie. Des pruneaux à Lugano. Et Bagarre au Gabon. Enfin, bon, tous les titres sont... Enfin, Ok, bref. ok, le mec. Donc, alors, je sais pas si vous, j'imagine, vous en avez pas lu non plus. Non, mais tout ce que je sais, c'est que l'histoire est très différente dans les livres. Enfin, dans les livres, c'est un Américain, franco-américain, Oui. qui se bat pour les Américains en fait, ou qui est au Il est service. d'origine. Il a des origines françaises. Mais Voilà. il est américain. Il est au service des États-Unis, quoi. C'est pour ça que alors ça c'est un truc que d'où l'OSS parce que ça c'est l'OSS c'est le L'Office The of Strategic Services. Ouais, voilà, c'est l'ancêtre de la CIA mais c'est typiquement américain donc c'est pour ça que là Zanevicius il en fait un français, Oui, c'est un pur vrai français. français donc techniquement il bosse pas pour l'OSS. Non. Oui, ouais, Tu vois, ça, c'est ouais. c'est Mhm. l'intelligence, enfin, c'est les services de renseignement français. Mhm. Bon, peu importe, mais quand il fait ça, c'est important aussi. C'est important d'en parler parce que le personnage qu'ils ont fait là avec Jean Dujardin, il y a OSS 117 en soi les bouquins d'origine ou même les films de l'époque. Quand tu les prends au premier degré, ils sont écrits au premier degré. Il dit des trucs que maintenant dans la nouvelle adaptation au second degré, nous on va voir comme étant une sorte de critique. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui est humoristique, c'est le porte-à-faux entre les propos de OSS 117, notamment dans les pays où il va, et le fait que ce sont des choses qu'on dit absolument pas quoi. Bien sûr, bah ouais. Mais à cette époque-là, c'était dans ces films-là, j'ai vu quelques extraits où les mecs ils disent la même chose, mais ils le disent pas au second degré quoi. Ouais, Ils oui, le disent, ça, ils le disent absolument au premier degré. à reprendre dans le contexte de l'époque, quoi. C'est clair. Mais Mike, tu disais un truc vachement important, c'est que c'était ton type d'humour. Oui. Bah, parce que moi, je connais des gens qui ont détesté. Oui, ben en fait, moi je comprends pas qu'on puisse détester. Enfin après, chacun Ah ouais a son avis, mais Et c'est important. c'est important, chacun son avis, mais son ressenti et puis son parcours d'apprentissage, enfin d'humour. Mais ce décalage, effectivement, ce que tu disais, c'est l'utilisation dans ce film-là, l'utilisation de la pensée d'un autre temps, remis qui nous est jeté à la figure nous en 2006 avec ce qu'on a vécu et ce qu'on pense actuellement.
Et vraiment ce décalage, c'est ça qui est très très drôle, tu vois. Ouais, mais... Et ils utilisent effectivement le comment dire, le trait du français, le pire français un peu libéré après guerre, tu vois, toute l'image un peu du français d'après guerre qui se croit invincible et qui se dit moi je vais là-bas, c'est chez moi, je vais en Égypte, c'est chez moi, je vais en Iran, c'est chez moi. C'est exactement ça. C'est ça qui est très drôle. Qui est en transparence derrière, en filigrane. C'est ça ce que tu vois, c'est que c'est typiquement ça. C'est le français d'après-guerre. Après une pelleteuse, il y a un avion de chasse qui passe. Ouais, ça se part au Caire, bon. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais effectivement, on est dans un couloir aérien. Et oui, bah non, mais en fait, c'est le français qui a gagné les deux guerres, qui se sent plus pissé. C'est ça. Tu vois, qui est colonialiste, donc qui a la main mise sur l'Afrique et avec toute la... Parce qu'on lui demande quand même d'aller justement pacifier le Proche-Orient. C'est sa mission. Hein. C'est sa mission. Il va aller là-bas pour rétablir la paix. Il résume ça, grosso modo, pacifier le Proche-Orient. Et le gars, il va quand même dans un pays qui ne connaît pas, il connaît rien, il connaît pas les coutumes, il s'en contrefou en fait. Je sais pas, il lui dit à un moment donné, on a besoin d'un spécialiste, et c'est vrai qu'il y connaît strictement rien. Non, justement, c'est ça qui est fou. Et mais il apprend très vite. Il apprend très vite à parler, à lire les hiéroglyphes, à parler. Et dans le 2. Il dit dans le 2 quand il a le costume de Romain Desbois, il dit c'est moi qui l'ai fait, moi je sais coudre, tu vois. Mais c'est ça qui est extrêmement énervant avec ce personnage, c'est que énervant dans le bon sens aussi. C'est exactement ça, c'est que il est à la fois horrible de plein de manières dont on pourrait le détester. On le voit dans le visage de Larmina quand il dit des trucs du genre oui mais vous votre religion ou je sais pas quoi, le mec qui fait les prières le matin, je sais pas si ça va trop plaire à beaucoup de monde. Le misogyne. Là, tu vois qu'elle le déteste, et 2 secondes après il va faire quelque chose d'incroyable, soit un super coup, une bagarre qui va réussir ou quelque chose, et puis là elle va presque tomber amoureuse de lui l'instant d'après. Et c'est là tu vois toute l'ambivalence du personnage, ou du moins ces deux côtés qui s'opposent, et où c'est quelqu'un justement d'horrible qui réussit un peu tout ce qu'il fait. Et en fait, il est très bon dans ce qu'il fait, dans son métier. Je sais pas si s'il le fait vraiment exprès, mais le personnage, tu veux dire? Ouais, le personnage. Non, mais lui, alors moi je le vois comme il a une vraie candeur. Tu vois, il se rend même. C'est comme quand il a été élevé d'une certaine manière, c'est-à-dire pour lui, les choses sont telles qu'elles sont, puis lui dit les choses sans aucun filtre. Tu vois, comme on dit maintenant des enfants. On dit qu'ils n'ont pas de filtre, donc là c'est un peu pareil. Lui, il répond il dit les choses comme il les ressent, mais le contre-champ de ce qu'il dit est toujours réprobateur. Donc effectivement, soit c'est le personnage de Larmina qui, elle le remet pas forcément à sa place, parce elle lui dit pas directement, mais elle lui montre le pendant inverse en lui disant mais attends, tu critiques ma religion, mais ou mon pays, mais on est l'Égypte, ce sont les gens qui ont inventé les mathématiques. Je veux dire, t'es en train de te moquer de toute une culture, toute une civilisation, ouais. Civilisation. Mais on parle de l'humour donc du personnage et de ce film-là, mais l'humour est basé sur le second degré, on est d'accord, hein, voilà. Ouais. Mais comment pas de second degré là-dessus? Ouais, mais comment éviter quand tu écris un film et comment éviter de tomber dans un malentendu, d'être dans le malentendu au niveau du second degré. C'est comme un artiste qui monte sur scène, il veut faire du second degré, c'est parfois très très mal perçu. C'est quoi? C'est l'écriture ou c'est la perception de celui qui regarde? Alors moi je pense que c'est l'écriture. Je pense que l'écriture de ce film elle est incroyable parce que ils arrivent à toujours te faire rire sans justement basculer dans une blague islamophobe ou quoi que ce soit. Et ils sont toujours à la limite du graveleux. Ouais, ou du politiquement correct entre guillemets, où tu te dis putain, est-ce que je peux rigoler à ça? Ah ouais, bon en fait c'est super drôle, mais si tu veux ils sont toujours. C'est très difficile en fait d'écrire un film comme ça, parce que dans le texte, effectivement, si tu regardes pas les images dans le texte, comme je dis, le ping-pong qu'il y a entre Jean Dujardin, qui est le trou du cul de base, enfin pas le trou du cul, c'est un peu fort comme mot, mais il peut être représenté comme un trou du cul, hein. Enfin, il est raciste, misogyne. Ouais. Alors ça le définit peut-être pas trop mal, mais. Non, mais il a justement tous les défauts quand il sur sa vision des choses, et justement il représente la mauvaise vision des choses, mais il est constamment donc remis à sa place. Et donc là où le propos, si tu veux, du film, c'est aussi de montrer que ce comportement-là, c'est pas celui que. Il y a toujours une sanction après, quoi. Parce que lui, il est toujours dans le film, il est toujours remis à sa place. Soit il est viré de
je sais pas, le mec, tu sais comment il s'appelle à la mosquée, il va voir un mec à la mosquée, il fume une chicha ou il fume un narguilé. Non, et puis lui c'est pas à la mosquée, oui c'est le gouverneur ou je ne sais plus qui c'est. oui, c'est quelqu'un d'important. C'est un notable, Exactement. Et l'autre il dit ouais, enfin bon. Bref, Non, mais il fait des allusions racistes, il se fait jeter, tu vois. C'est là que justement il apprend vite parce qu'il y a une scène où il est avec Larmina et puis il vient de se rendre compte qu'il dit n'importe quoi sur l'Égypte et que c'est une vieille civilisation qui a construit beaucoup de choses et il se retrouve justement face au port. Donc C'est le ministre égyptien. Ah, c'est le ministre égyptien. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Ouais. Et donc le canal, ils sont devant le canal et il dit c'est quand même quelque chose que vous avez construit. Puis au final, elle lui dit non, ça c'est pas nous, c'est les étrangers. C'est les étrangers. C'est les Anglais, les Français qui nous ont fait ça. Et du coup plus tard, il réutilise ça. Il dit bon, le canal, c'est quand même nous. Parce que quand on voit le bordel que c'est chez vous, heureusement qu'on est un peu là pour gérer tout ça. Mais non, mais il y a effectivement, comme tu dis, il y a toujours une sanction où il est recadré par un personnage. Voilà, on le dans laisse. Le film, ouais. On laisse pas aller jusqu'au bout de ça. Ses propos sont jamais approuvés. Ouais, c'est ça. Donc on explique bien que non, c'est lui qui dit. T'as l'impression qu'il se fait punir comme un petit garçon à chaque fois, tu vois. Bah, tu te rends compte aussi que les femmes sont déjà intellectuellement supérieures à lui dans le film. Les deux principales femmes auxquelles il a affaire, c'est-à-dire Larmina et puis celle qui est jouée par Horatica. La princesse. L'héritière de la famille royale. Où il s'en sort finalement en couchant avec elle d'ailleurs. Je veux dire, c'est quand même, tu vois. Ils ont une relation totalement improbable. C'est ça. Parce qu'elle essaye de le tuer, puis après couche avec lui, on faisait tout le temps comme ça. Vous avez un numéro comme les vaches, comme les bestiaux. Faites-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Enfin, bref. C'est un film d'ailleurs que voilà, on le fait un peu tout du long là, mais c'est un film en fait qui se picore. Moi, je pourrais regarder le film en fait que par partie. C'est-à-dire, je pourrais regarder des petites parties à droite à gauche, je rigolerais exactement pareil. C'est ce genre de film que je peux regarder comme Les Trois Frères ou des films de ce genre où j'ai des scènes que tu peux reconstruire dans ta tête parce que tu connais les punchlines. Et tout à l'heure, j'ai regardé encore un extrait de Rio ne répond plus où il est face à où il est face à la nana du Mossad qui doit l'aider ou je ne sais pas quoi et c'est dans l'autre dans le 2 ouais et elle lui dit on va travailler d'égal à égal et lui il lui dit on verra ça quand il faudra porter des choses lourdes. Et voilà. Ouais, et ça m'a fait rire. J'ai vu que 30 secondes. Parce que ça, c'est un des arguments favoris des mecs quand ils sont face à une femme, quand tu leur dis oui, mais d'égal à égal, tu dis ouais, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Voilà, c'est très con. Mais c'est ce genre de film-là qui est référentiel dans notre époque où on utilise ces phrases-là dans la vie courante maintenant, tu vois, comme genre de film Dickeneck ou des choses très référencées où il y a vraiment des punchlines bien écrites et comme Les Trois Frères par exemple, sans patate ou des choses. C'est des punchlines et des choses qu'on dit qu'on s'est approprié, qu'on dit dans la vraie vie, quoi. Entre Hazanavicius qui réalise et qui co-scénarise et Alain qui lui aussi scénarise. Alain, c'est qui? Alain, c'est le script? C'est le scénariste, ouais. Ah, c'est le scénariste. C'est Jean-François Alain. Jean-François Alain, il a travaillé pour les Guignols, je crois bien. Ah oui, non, mais tous les deux, ils ont fait leur dents, Hazanavicius. D'ailleurs, tu peux parler du background de Hazanavicius? Ouais, la classe la classe. Voilà, Hazanavicius, en fait, si tu veux, c'est un mec qui, il a une formation scolaire, de cinéma qui est académique, et ce gars-là il est pote avec Farrugia, ou alors je crois que c'est ses frangins, enfin bon bref, par le biais de Farrugia à l'époque, donc les nuls, il entre à Canal+, il va ça aide. Ouais, non, bien sûr, en plus c'est l'époque d'or Canal+, où genre tu fais pas ce que tu veux, mais tout est presque permis, quoi. En gros, l'époque d'or de 88 à 97, 16. Ouais, c'est ça. T'as largement de quoi s'éclater. Donc, lui aussi, en termes d'écriture, donc il va réaliser aussi des trucs pour eux, mais il va écrire, et il va voir les nuls bosser, du coup, il va apprendre beaucoup de choses avec eux aussi. Du coup, tout ça va se cristalliser. Bon, il a fait un premier film, que moi j'ai pas vu. Alors, Mes amis? Ouais. Donc qui est déjà une grosse satire dans le milieu de la télé des années 90 des années 90. Nous on a tous connu ça, les AB Productions, les sitcoms, voilà, de l'AB Productions. Il y a une histoire de meurtre aussi, le miel et les abeilles, enfin toutes les Langman, toutes les conneries comme ça Michel Azoulay qui était AB Productions, qui était franchement, enfin c'était vraiment un truc qu'on bouffait. Ils savaient tous qu'ils faisaient de la merde, mais ils le faisaient pour de l'argent. Voilà, ce film c'est exactement. Ils avaient conscience de ça. Voilà, donc dans ce film il balance un petit peu tout ça. Le plot du film est un peu particulier. C'est bon, ça peut être pas mal à regarder. Je l'ai pas vu moi de toute façon, mais bon, bref. Donc il a fait ce premier film là qui a pas vraiment fonctionné, voire pas du tout. Et derrière ça, effectivement, donc il fait aussi, donc comme il va bosser aussi donc pour Canal+ sur comment on appelle ça, le journal des Guignols. Il va bosser sur le journal Jules-Édouard Moustique, avec Jules-Édouard Moustique. Il va faire aussi faire plein de trucs comme ça. Il est quand même très comique, quoi, dans l'humour, quoi.
On va lui commander aussi des trucs. Après, en fait, il va faire les Derrick contre Superman. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu un extrait. Aussi, c'est pareil. Ils prennent des vieilles images de séries. Là, t'as Derrick. Ils les montent et ils refont la voix. Voilà, Matthew Stone, machin. Oui, c'est la même chose. C'est la même ADN. Il a fait la même chose aussi pour sa cartoon. Ok. Tu te rappelles de cette émission là? Bien sûr, voilà. Et c'était la spéciale Noël. Et il lui avait demandé de faire. Écoute, il a fait des trucs, mais il y a. Et ça s'appelle ça détourne. Ouais, et franchement, mais il y a qu'à Canal+, tu pouvais voir ça. C'est quand même une émission de Noël pour les enfants où le personnage, il ouvre avec un salut les petits PD. Tu vois? C'est ça, non, mais oui. En utilisant, je sais plus quel film c'est un truc de corsaire. Ah ouais, c'est ça, parce qu'il prend, oui, c'est un corsaire, parce qu'il a la corde du voilier, là, il se tient à la corde, il fait salut les petits PD. Désolé, hein. Ce serait définitivement plus possible. Non, c'est un truc mais il y a plein de choses comme ça, même donc du coup, après, c'est à l'occasion de l'anniversaire de la Warner qui fête ses 70 ans, je crois, un truc comme ça. Et, c'est début des années 90. Et, si tu veux, ils vont aller demander les droits à la Warner d'utiliser les images. Sans vraiment expliquer ce qu'ils vont faire. Et je sais pas si vous l'avez vu, La Classe américaine. Ouais, moi je l'ai vu, mais des millions de fois. D'accord, donc voilà. Oui, c'est très premier degré, hein, les vannes qui sont faites. Et en fait, le truc, quand Canal+ va voir que ça fonctionne, parce qu'il y a eu des diffusions Canal+, c'était censé même être diffusé au cinéma, ce truc-là, et ils ont tout de suite dit, faut surtout pas que Warner sache ce qu'on a fait avec ça, sinon on va se faire flinguer. Et en final, c'est devenu un peu underground. C'est ça, ouais. Et ce qui a fait aussi sous le manteau, ça s'est refilé, ouais. Voilà, ce qui a fait la force de ce truc-là. Donc, en fait, moi, ça m'étonne pas, parce que bon, alors nous, on est peut-être plus de la génération de Cône Garcia. Mais l'humour des nuls et de finalement d'Azanavicius, Alain, c'est des gens qui ont toujours écrit des choses qu'on connaît bien. Et finalement, c'est pour ça que ça nous parle, je pense. Et La Classe américaine, pas le pitch. Enfin, le pitch, on s'en fout, mais le principe, c'est de monter des films avec les mêmes acteurs, à peu près dans les mêmes environnements. Des acteurs classiques, des acteurs classiques. Il y a John Wayne, Dustin Hoffman, Paul Newman, Robert Redford, et il y a même Orson Welles qui joue un petit. Des petits acteurs, quoi. Écoute, cette scène, elle est, j'aime pas trop les. J'aime pas trop les copieurs et les fils de pute. Enfin bon, bref. Mais voilà, il y a des acteurs comme ça, et donc ils reprennent effectivement des films d'à peu près de la même époque, qui sont filmés à peu près dans les mêmes décors, dans les mêmes environnements, avec les mêmes acteurs. Ils les mettent ensemble et puis ils refont le doublage, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont utilisé les doubleurs français des vrais acteurs de l'époque. Mais c'est ça qui était fou. C'est ce qui donne encore qui upgrade un petit peu le niveau du film, quoi. Mais on vous conseille d'aller voir La Classe américaine. Bon, il est disponible sur YouTube en entier, gratuitement. Il n'y a pas besoin de télécharger ou quoi que ça. C'est pour l'instant. Et pourquoi t'as des nouvelles à nous annoncer? Il y a des restrictions qui vont se faire. Ouais, non, mais ce genre de truc, c'est pas impossible que du jour au lendemain ça disparaisse pour des raisons de droit ou des réseaux obscurs et qu'ils trouvent plus, quoi. C'est compliqué des fois. Oui, mais je pense que, tu vois, dans ce genre de situation-là, bon, maintenant c'est devenu un peu un film le culte, mais je veux dire, quand t'as des films un peu anonymes comme ça, même s'il est disponible sur YouTube gratuitement, tu le laisses un peu pour créer de la notoriété autour du film et du buzz autour du film, quoi. Ouais, je pense qu'ils en sont là, de toute façon, ce truc. Oui, de toute façon, ils l'ont fait en, je sais pas même quelle année ils l'ont fait. J'imagine qu'il faut, quand t'as fait un truc comme ça où tu sens que t'as un peu blousé les gens qui sont propriétaires des droits de tout ce que t'as utilisé, il vaut mieux pas trop essayer de gratter de la thune et puis tu laisses ça faire sa petite vie. Mais ça lui a servi parce que c'est grâce à ça, en fait. Donc pour la réalisation, donc là on est quasiment arrivé à des moments où on va lui proposer OSS 117. Ouais, bon, il est pas le premier choix pour OSS 117. Mais voilà, finalement ça lui tombe dessus. Le détournement, donc c'est la Classe américaine, c'est un détournement de film. Vous savez qui a commencé à faire du détournement? Moi je le savais pas, moi je l'ai cherché. Le premier à avoir fait ça? Écoute, il me semble, alors j'ai entendu parler d'un film de Woody Allen. Ouais, c'est ça. Woody Allen, c'est Lily et les tigresses. Ah, celui qui fait le mauvais meurtre mystérieux à Manhattan. Ouais, c'est celui-là. Tu es pas là pour se défendre. Il a fait un détournement d'un film policier japonais, ouais. Moi je l'ai pas vu, pas du tout, mais voilà. Oui, effectivement. Oui, et le premier, il s'appelle Guy Debord en 1956, qui a fait, on va dire, il a pas mis les codes du détournement qu'on connaît actuellement, mais c'est un détournement, il a utilisé un film existant et puis il a fait en noir et blanc muet, il a fait les sous-titrages. D'accord. Voilà, en détournant les. Okay. Oui, effectivement, ils ont pas inventé le procédé. Non, ça existait en 1956, mais le procédé qu'on connaît actuellement, c'est Woody Allen avec ce film-là qui l'a initié, quoi. D'accord. Ok.
Ouais, bon, franchement, ça fonctionne bien. Tu te laisses. Moi, je l'ai regardé. Et ouais, puis, finalement, c'est un divertissement. Bon, l'humour, c'est la même chose. Hein. En fait, tu prends un cadre. C'est ce qu'il a fait aussi avec OSS 117, et c'est ce qui donne aussi de l'humour. On en parlait tout à l'heure, mais tu prends un cadre très défini, classique. Donc là, c'est pareil dans la réalisation qu'il a d'OSS 117. Pardon. Ouais, alors, sauf peut-être un ou deux bémols où il a quand même utilisé des techniques plus récentes pour faire par exemple de la fumée, où il y a la scène où il est sous l'eau, où ça a été fait sur fond vert aussi. Il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout de son idée, mais il y a vraiment l'équipe de réalisation de ce film, et là ils ont vraiment fait de gros efforts pour réaliser le film dans les mêmes conditions que le film dans lequel aurait été réalisé ce film à l'époque, et c'est ce qui lui donne aussi ce cachet vieux film, qui est vraiment chouette. Vieux film, justement pastiche des films d'espionnage des années 60, mais aussi il rassemble tous les clichés un peu des séries B, quoi. C'est un film série B qui s'assume complètement, qui essaye de louper tout ce qu'il entreprend, mais en fait c'est tellement bien loupé que ça en fait un film qui est très bon. Je veux dire, même techniquement, la mise en scène, les plans, comme je le disais tout au début, Hazanavicius, c'est un réalisateur qui connaît son cinéma et qui sait utiliser la scène et les plans, etc. pour faire rigoler, quoi. Et surtout, il a une rupture de rythme qui crée aussi l'humour. Exactement. Dans ce film-là. Et Jean Dujardin est parfait là dans le rôle, quoi. J'imagine maintenant mal quelqu'un d'autre avoir ce rôle. Ouais. C'est ma question initiale du départ, mais c'est vrai, moi je vois comme tu dis, ce film a été écrit autour de Jean Dujardin. Ouais, ils l'ont dit, on aurait été un peu dans la merde s'il avait pas accepté, parce que du coup, pour chaque scène, il l'avait vraiment en tête. Et parce que je sais pas du tout à la place. Moi, actuellement, je vois pas qui aurait pu faire ça. Mais je crois que c'est un peu le film qui a fait exploser Jean Dujardin. Enfin, exploser. Oui, carrément, hein. Parce qu'il sort de Brise de Nice. Il a pas fait. Enfin, nous on le connaît, hein, les Français. Bon, il avait fait, il avait sa période. Avec Nous c'est nous déjà nous c'est nous, voilà, un gars, une fille, voilà, il y a son personnage de Bryce de Nice qui ressort parce qu'il fait des sketchs, il a fait un sketch Bryce de Nice qui fonctionnait très très bien. Il en a fait un film. Ils en ont fait un film, et c'est les mecs qui sont en train de faire ce film qui préparent OSS 117. Ils savent déjà que c'est Jean Dujardin qui va jouer, et puis c'est pour ça que tu le sens encore mieux. On fait le Caire ni l'espion, mais dans le suivant, alors Jean Dujardin, il est très 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 proche du texte. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup son rythme, et c'est important pour lui, hein. C'est comme ça qu'il prépare les rôles, c'est vraiment important. Et il a aidé à l'écriture aussi du suivant, et en plus ils ont la musique Jean Dujardin encore un petit peu plus, et tu sens effectivement quand même que ce personnage il est clairement ça doit être pour lui, quoi. Ça doit tellement être dur de déblatérer des conneries en gardant son sérieux. T'as raison, j'allais en parler, parce que si vous pouvez regarder, je les ai regardés les bloopers. Ah oui, c'est génial. C'est là qu'en fait tu te rends compte, effectivement, comme tu dis, il y a des tirades par moment. Déjà c'est difficile à dire parce que l'enchaînement des mots et tout ça, c'est pas facile, mais en plus des fois c'est tellement con que il arrive à garder son sérieux sans genre 1, 2, 3, 4, 5, ça me sert à rien à part ouais. À 6 je suis battu. À 6 je suis battu. Et quand tu regardes justement le bêtisier, tu vois que c'est des scènes. Ils les reprennent, ils les reprennent énormément. Ils ont dû passer des demi-journées sur des scènes parce qu'ils sont tout le temps à bout de nerfs. À bout de nerfs, ils arrivent plus. C'est très difficile. Et c'est là qu'on dit qu'en fait, tourner un film comique, il faut de la technique, il faut les acteurs au top. C'est difficile. Et on n'a plus l'habitude de ça en France. Tu parlais tout à l'heure d'un pastiche, que c'est un film, un pastiche. Pas une parodie. Ouais. Ben voilà. En fait, je voulais je voulais que vous me disiez la différence entre un pastiche et une parodie. Un pastiche, tu le définis comment? Parce que moi, à la base, moi, je connaissais pas. Enfin, je savais ce mot, mais j'arrivais pas à mettre une définition à côté. Pastiche. Alors, Julien, il me semble, tu pourras me. Le pastiche, il colle au plus près de la façon de faire tu t'appropries. Tu t'appropries un truc et tu réinventes. Tu recrées. Tu t'appropries les codes du truc. Exactement. Et tu réinventes quelque chose. Par exemple, là, il s'approprie tous les codes des films d'espionnage des années 60, etc. En les faisant à la mode OSS 117, quoi, à la mode française, à la mode de chez nous. Enfin non, puisque c'est un mot italien qui veut dire pâté apparemment. Exactement. Ouais. Et pâté, le mélange de. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, donc, mais ils sont restés, donc comme dit, jusque dans la réalisation où
où ils vont même, tu vois, à l'ouverture du film, le logo du film, c'est un vrai vieux logo qu'ils ont utilisé. Les fameuses scènes la technique de la transparence, là, tu sais, quand ils roulent. Voilà, où il y a ça aussi, voilà, de projection quand ils sont dans la voiture, derrière eux, les décors. Et si c'était, il y a des gens qui l'expliquent bien, si ça avait été une parodie, au moment où on voit justement que la voiture ne roule pas vraiment, et ben ils auraient fait un sketch là-dessus où il y aurait eu quelque chose d'humoristique, alors que là pas du tout, c'est juste un procédé comme à l'époque qu'on va utiliser. Bon, les codes, ils tournent vraiment excessivement le volant, mais on reste dans des choses tout à fait, qui respectent le style finalement. Exactement. Ou la fameuse course poursuite. Et donc du coup, quelles sont les références que Michel Hazanavicius met dans ce film-là? Les hommages, qu'est-ce que c'est quoi? C'est James Bond, les films d'espionnage, les thrillers. Si on peut juste déjà rester dans la réalisation, tu vois, déjà dans le côté réalisation et où il colle vraiment au truc, c'est par exemple ne serait-ce que l'utilisation de la pellicule, tu vois, il a été jusque là quoi dans le choix des objectifs. Il travaille sur une pellicule qui supporte très très mal, enfin qui a très peu d'intensité, où il faut beaucoup éclairer. D'accord, c'est du 200 hasard. Donc c'est vraiment il lui faut un certain type d'éclairage, donc ils sont obligés d'éclairer d'une certaine manière avec des projecteurs particuliers, ce qui fait que tu vas retrouver un jeu d'ombre dans le film. C'est ce qui te donne cette sensation un peu de vieux film justement. Ouais. C'est parce que tu as des zones qui sont un peu contradictoires, ou tu as des zones de lumière qui sont à des endroits où on joue avec un petit peu. Ils utilisent le procédé de la nuit américaine. Voilà, la nuit américaine. Bah oui, quand tu le vois courir à un moment donné, il est complètement perdu. Elle est marrante, cette scène. C'est une scène de nuit, on rappelle que c'est une scène de nuit tournée en deux journées. Voilà, c'est ça. Et tu vois, il y a une sorte de filtre bleu en fait. Tu vois, et les vraies scènes de nuit, c'est-à-dire quand il joue vraiment de nuit, les endroits où il est sont surchargés de lumière. Voilà, c'est surchargé de lumière, et du coup c'est des choses qu'on utilisait à l'époque pour pallier justement au matos qu'on avait seulement à cette époque-là. Et ça, c'est un effort de réalisation qu'ils ont fait. Et ça se ressent dans le film, même si tu le vois pas ou tu le sais pas. Mais c'est ce qui fait que tu ressens cette authenticité. T'as vraiment l'impression d'être dans un film de cette époque-là. Et c'est pour ça que justement le porte-à-faux entre toi, le moment auquel tu regardes ce film, le personnage qui dit ces choses-là dans ce cadre qui est très travaillé, et ben c'est ça qui est aussi comique, parce qu'on le met dans ce cadre-là. Ils sont allés tourner au Maroc aussi, une bonne partie du temps, ou quelques mois. Donc les décors sont aussi, certains décors, forcément authentiques, et il y a un super travail sur la photo, des plans très, très bien choisis, etc. Et tout ça fait, comme Julien a dit, l'immersion. Voilà, mis bout à bout, t'as vraiment l'impression d'être dans un film d'époque et décalé, quoi. Ouais, du même coup, le cadrage, ils ont fait t'as des plans qui respectent aussi ce qui se faisait à l'époque, tu vois, ils sont restés sur des plans simples. Ils sont pas sur des zooms à outrance. Ouais, il y a pas des même la bagarre, la scène de la bagarre ultra qui est ralentie de la bagarre, elle est géniale. D'ailleurs le chef cascadeur qui disait en fait il avait jamais fait ce genre de chorégraphie, puisque lui il faisait pas des vieux films quoi, et il disait qu'il y avait justement ce côté presque danse très très efficace quoi, où moi j'aime bien en fait ce style, tu comprends un peu le déroulé de la bagarre, tu vois, c'est assez clair, les mouvements sont amples, et puis c'est assez beau à voir quoi, quand Jean Dujardin l'éclate contre la table, tu vois, il y a quand même un côté assez et après il s'arrête, il a le temps de remettre sa cravate entre le nombre de fois où il touche sa cravate pour se dans des situations complètement hallucinantes. Ça c'est un bon français. Ça c'est mon français. Non mais pour ça il est génial. Effectivement, donc à travers tout, déjà ne serait-ce que ça, tu vois, et après t'as tous les codes forcément du film d'action, du film d'espionnage, et t'as plein de choses que tu vois, l'ennemi très clairement identifié, en plus le de belge, l'époque, le russe, le nazi au départ, c'est le grand méchant, parce que aussi il faut ça comment dire, ça correspond à l'époque, t'es juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les méchants c'était les nazis. On est juste un peu avant. Les nazis qui se sont. Non, mais il y a bien sûr. Alors déjà, t'avais une réflexion. T'avais un doute peut-être, Loris. On redéfinit, si tu veux, la carte mondiale, plus ou moins. Les colonies, c'est important. Et on cherche les nazis, cachés à droite à gauche. C'est toujours sympa d'attraper taper des nazis toujours. Bah voilà, c'est le grand surtout méchant. qu'il a pris des acteurs, l'allemand est un allemand, le russe est un vrai russe, le belge c'est François Damiens. Voilà. Il me semble un belge. La SCOP, la société Belgeo, je sais plus quoi. Belgeo agricole d'élevage de poulets. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le concurrent direct. C'est le concurrent direct de la SCEP. Ouais, il a pas assez de place dans le script dans François Damiens. C'est un peu dommage. C'est dommage, ouais. Mais bon, après c'est peut-être. Mais en 2006, François Damiens, c'était pas ce que c'est maintenant. Donc du coup, on lui a fait confiance pour une réplique, pour une scène, pour un truc. Et
je pense que il l'a superbement bien fait. C'était très très drôle. Ah ouais. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas une part plus importante dans ce film-là. Ouais, oui, de toute façon, c'était pas fait pour ça. Lui, Oui, c'est pas. Oui. Voilà. Il est là pour mourir un coup. C'est un petit personnage fonction à un moment donné. Et puis bon, pour montrer aussi que les Belges parmi tous les autres, parce qu'à un moment donné, quand ils sont, tu sais, à la soirée, ils se retrouvent un peu sur le côté. Alors il y a effectivement l'allemand, le russe, le français et le belge qui sont là. Et puis si tu veux, ils se font une sorte, à part dans une discussion. Complètement elle est pas en phase. Chacun en fait va donner des sortes de dictons. C'est vrai qu'il n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est juste pour montrer que toi tu connais des choses. Et le Belge il n'a jamais rien à dire jusqu'au moment où il dit bon bah on va boire un coup. C'est ça. Donc, oui c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Alors après j'imagine qu'il y a aussi énormément de clins d'œil au film de l'époque. Oui. Il y a du Hitchcock. Alors. Il y en a plein, ouais. Ouais, il y en a énormément. Alors, on ne les a pas forcément tous. C'est dommage que Mathieu soit pas là sur ce coup-là, parce que lui, je pense qu'il aurait pu. Il va nous rejoindre pour la rubrique des actus. Il est en train de nous insulter en disant parlez de ça. Ouais, c'est ça. Parlez de ça. Putain, ils ont oublié de dire ça. Putain. Ça, il va nous faire une liste tout à l'heure. Mais ouais, donc ça part. Non, mais ça part comme je disais déjà de la bande. Enfin, pas de la bande annonce, mais du logo au début. Il y a le logo au début qui est le vrai logo de la Gaumont d'époque. Il y a le mandarin, le logo mandarin qu'ils ont carrément filmé comme si ça avait été à l'époque parce qu'il n'existait pas. Okay. Il y a ensuite le sur fond quand il y a la musique de générique qui commence, le générique qui fait penser au générique de Dr No avec les petites pastilles de couleurs. James Bond contre Dr No, c'est ça. Il y a ensuite il y a plein d'autres comme ça donc c'est des références multiples au cinéma hollywoodien des années 50-60. Film, le gars qui se fait poignarder dans la soirée par le gars qui passe derrière et puis finalement personne se rend compte de ce qui vient de se passer puis on hurle et on a l'impression que c'est lui qui l'a assassiné. Ça aussi c'est une référence à un vieux film et il y en a. Oui. Moi, j'ai pensé à Archer, je sais pas pourquoi. J'ai J'ai regardé le film, ça m'a refait penser à la série Archer de Netflix. Archer. C'est un agent un agent de service secret complètement suffisant. Exactement. Et qui pourtant est efficace. Exactement. D'ailleurs, regardez Archer, c'est très bien. Vous vous rappelez du rire de Jean Dujardin quand il joue avec Jack? Ouais, les faux flashbacks, ça c'est voilà, et le rire, il s'est inspiré du rire de Errol Flynn. Je sais pas si vous connaissez Errol Flynn, moi j'ai pas forcément vu cet extrait aussi, ouais, voilà. j'ai pas vu le film. Et donc du coup, il s'est inspiré de ça avec son gros rire je sais plus comment, j'arrive pas à le faire, c'est nul mais totalement exagéré. Du coup, totalement exagéré. Ouais, ça c'est un petit peu gay aussi. On en a pas parlé. Mais on s'en rend compte dans Rio, non, parce qu'il se fait mettre un petit doigt dans le fion. Ah. Dans Rio, tiens, il est dans Rio ne répond plus, au milieu, il y a un film, il y a une scène où il y a Alex Lutz, dans le premier déjà, mais dans le ouais, voilà. Et puis il est dans une fête hippie, il se retrouve à poil et il dit c'est quand même bizarre, ça doit rester entre nous hors contexte. C'est quand même bizarre de se faire mettre un doigt dans le fion. Mais les scènes de flashback sont incroyables où ils sont en train. Oui, ça fait un peu. Voilà, ils sont en train de jouer amoureusement. Ça fait brolant, ça fait ultra bromance. Ouais, bromance. Le Jokari encore ça va, mais c'est quand il se saute dessus là et qui roule dans le sable. Et dans le sable. C'est aussi une vieille scène. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a ces scènes de flashback qui sont super drôles déjà toutes seules, mais ce qui est encore plus drôle, c'est les deuxièmes scènes de flashback où en fait il lui dit mais en fait vous vous aimiez pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on le voit jouer et qu'il est horrible. T'es mauvais. Il lui jette la balle de Jokari sur la gueule. Alors que Jack le déteste en fait, déteste OSS. Et on le verra à la fin du film. Tu le vois à la fin du film. Tout à fait. Mais c'est ce genre de petites subtilités, ces petites choses qui font que voilà, c'est un film qui est intelligent en fait. C'est intelligent. Il reprend tous les codes des films d'espionnage, les bagarres en costume, les belles pépées, comme on dit, la scène dans l'avion. Ouais, il y a vraiment tout quoi. Il a vraiment repris tous les codes. Clairement. Il reste très fidèle à la façon de faire. Et en même temps, il arrive à en faire la critique sur le fond, c'est-à-dire de dire que c'était une autre époque et maintenant on dit plus ces choses-là ou on pense plus comme ça. Et pourtant il fait ce film-là, mais il arrive, c'est comme tu dis, c'est très intelligent dans l'écriture, dans la réal, où t'as un bon film comme à l'époque et pourtant on a des idées d'aujourd'hui quoi. Oui, il y a un message un peu politique, on va dire, derrière ce film-là, comme toute œuvre quand même. Toute œuvre est politisée. Voilà. Un jeu vidéo, une BD, tout. Exactement. Quoi. Toute œuvre est politisée. Mais ça rappelle aussi que je l'ai dit qu'un film drôle, un bon film drôle, c'est dur à faire. C'est pas juste mettre des gens qui rigolent devant une. Ouais, c'est ça. Et là, Michel, t'as réussi ton coup. Bravo, bravo Mich. T'as une carrière. T'as une carrière à faire. Lâche rien. Par contre, effectivement, déception sur le 3. Moi, je me permets, je l'ai vu.
C'est Bedos, du coup. Ouais, c'est pas Michel, mais déception Et sur. qu'est-ce qui est décevant par rapport en fait l'humour. C'est plus aussi, c'est quoi qui est plus drôle parce qu'il me semble qu'il est maintenant il est complètement désuet. Et il est, en fait, c'est un passage de relais. C'est Alain aussi à l'écriture. Alain. Ah oui, c'est la même, ouais. Ça reste la même écriture. Mais c'est un passage de relais entre OSS 117 qui arrive en fin de course et qui est remplacé par un jeune qui arrive, Pierre Ninet. Et donc ils sont obligés de travailler ensemble et donc il y a vraiment le beau gosse qui arrive et puis vraiment c'est là tu vois la décrépitude d'OSS face à ce mec qui arrive et puis il y a une amitié qui naît mais aussi une tension entre eux, il y a une jalousie, il commence à devenir envieux et ça aurait pu être sympa mais je sais pas, j'ai pas ri autant que les deux en tout cas. D'accord. Le premier. OK. En tout cas, celui-là moi, il m'a fait de nouveau, même pour te dire, c'en est un point parce qu'il n'y en a pas beaucoup des films. Alors que t'étais sceptique. Alors que j'étais super sceptique. Non, mais c'est clair, mais il y a tellement de choses où il m'a fait rire. Mais c'est Dujardin aussi et l'écriture. Mais à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, justement, ils sont à la skep et il se fait attaquer par le mec encagoulé là et il se balance les poulets dessus. Moi j'ai aimé la scène aussi où il allume la lumière et les poulets Il y revient tout le temps. Et il y revient tout le temps pour le faire parce que ça l'amuse. Mais juste je reviens encore sur le 3. Je me dis que j'ai aussi un recul parce que j'ai aussi on rigole peut-être un peu moins parce qu'on est habitué à l'humour OSS 117 et du 1 et du 2. Donc on est plus surpris et tu vois parce que quelle que soit la phrase, on sait où on connaît le type d'humour, donc il y a peut-être moins d'impact que quand tu vois la première fois. Tu veux dire, tu l'attends à OSS. chaque fois et tu sais ce qu'il va faire. Oui, voilà, c'est ça. Et bon. On en parlera peut-être d'ailleurs après dans les autres films qu'on va traiter, notamment Red Notice, quoi. Mais effectivement, des fois, au bout d'un moment, tu as usé. Ouais, c'est certains personnages. C'est comme les humoristes qui usent leurs personnages. Voilà, et au bout d'un moment, comme James Bond. Ouais. Comme James écoute, Bond, un petit peu. Donc effectivement, c'est en tout cas celui-ci le premier, enfin les deux qui ont été réalisés par Anasavicius. Franchement, comme dit même en y allant avec le frein et tout, en regardant ça, sachant que ça a quand même fonctionné. Ça a bien fonctionné. Bon, voilà, il sait mettre en scène l'humour et il va même très très loin parce que Hazanavicius est juif et dans le deuxième. Il met il s'était dit justement, tiens, on pourrait faire un bon gros antisémite. Voilà, et il a des diatribes. Enfin, il y a des phrases et des choses un peu très très antisémites dans le 2, tu vois, où il dit, il est face à 3 ou 4 personnes du Mossad et il lui dit, mais non, mais les Allemands, on va pas vous, parce qu'en fait, ils chassent des anciens nazis en Amérique du Sud et du coup, on va travailler ensemble pour retrouver les nazis. Il lui dit, mais ils vont vous reconnaître, tu vois, avec le nez et les doigts, tu vois. Et quand tu sais que c'est Serge, Michel, pardon, parce que Serge c'est son frère, mais Michel qui va jusqu'à là, tu vois, alors en étant juif lui-même. Alors on dit que parfois, c'est comme Sacha Baron Cohen, si vous connaissez, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, oui, mais après. C'est le truc qu'il préfère, c'est taper sur les juifs alors qu'il est juif lui-même. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on peut même pas lui reprocher parce qu'il est même juif, tu vois. C'est de l'autodérision. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'autodérision qu'on a par rapport aux Français. Ah oui, ce personnage français, parce qu'en plus tu peux difficilement faire, pas plus français. Il a pas encore un béret sur la tête, mais il est en Marcel. Mais c'est ce qui nous plaît dans ce film-là aussi. Il boit de la Suze. La scène qui est excellente, c'est quand il propose du vin, de l'alcool à Larmina, qu'elle lui dit, moi je bois pas d'alcool. Et lui dit, comment ça, même pas un petit brandy ou il lui fait une petite liste d'alcool. C'est vraiment le français. Il dit, comment ça, tu bois pas de vin? Mais attends, tu rigoles ou... Le muezzin. Ouais, putain, mais tu vas la fermer, ta gueule. Et il va le faire taire. Enfin, je veux dire, c'est. Et il y va. T'as pas décidé, tu t'es en pleine nuit. Ouais, après cette scène, elle est exagérée aussi complètement. Bien sûr, on est bien d'accord, mais il fait référence à la bouffe aussi régulièrement. Aussi une scène qui m'a plié, c'est quand tu sais ce truc qui vient justement de cette époque-là, notamment ça parle de ces films où les mecs qui viennent et qui font justement est-ce que votre blanquette est bonne, tu vois, comment est votre blanquette, et quand tu dis ça à quelqu'un qui connaît pas le code et le gars lui répond ça va parce qu'il s'est trompé de gars devant la map monde, il avait rendez-vous devant la map monde avec l'Armina ou je sais plus qui, avec un agent, il savait pas qui c'était et il va voir un touriste qui a un chapeau et peut-être un impair, je sais plus exactement, qui ressemble certainement à un espion et lui comment est votre blanquette. Écoutez, parce qu'on en trouve ici, je sais pas. C'est peut-être un nouveau code pour reconnaître les Français. Vous savez quelque chose à base de veau. Alors ici, on est plutôt à base d'agneau. C'est ça. C'est très drôle. Mais ouais. Écoute, franchement, moi c'est un grand film. Et pour répondre à la question qu'on posait, effectivement, c'est un pastiche.
Et c'est un pastiche second degré, mais qui est très bien réalisé. Le second degré est très drôle. Et le pastiche est relativement fidèle à ce qui se faisait à l'époque. Donc on a vraiment quelque chose Immersif. Ouais, d'immersif. Et puis c'est un beau clin d'œil au cinéma, je trouve, c'est vrai. Ouais, et vous vouliez parler aussi de la direction d'acteurs, du casting, enfin de la direction des... T'avais quelque chose à dire là-dessus? De toute façon, c'est comme dit, le rythme est très 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 important. Le travail qui a été fait avec Dujardin sur la façon justement de faire est très importante. C'est vraiment millimétré, hein. On s'imagine pas, mais chaque effet, chaque silence, aussi d'ailleurs pour la synchronisation, enfin pas pour la synchronisation, mais pour sa façon de parler, c'est aussi quelque chose qui apporte énormément. Et quand on fait pas gaffe comme ça, forcément directement on n'y fait pas attention, on le voit pas. Mais ils se sont préparés en parlant un petit peu comme à l'époque ils doublaient les films d'époque, parce qu'ils avaient pas encore de bande rythmo, c'est-à-dire savoir exactement à quel moment ils devaient parler. Donc du coup ils se préparent à chaque instant à dire des phrases comme ça, et il le fait vraiment super bien. Puis ça lui donne aussi cet air un petit peu très particulier, et ça fonctionne tellement bien, tu vois. C'est vraiment c'est vraiment bien fait. Très bon choix d'acteur, et ça on pourrait en parler, mais après on va pas s'éterniser, mais sur le fait que les acteurs comiques donnent souvent après d'excellents acteurs dramatiques, ce qui n'est pas forcément, ce qui est très rarement l'inverse. Mmh. Et après on a vu que Dujardin c'était un grand acteur, quoi. Je veux dire, dans d'autres films, quoi. On l'a vu avec Coluche, on l'a vu avec Michael Youn. Avec plein. Je plaisante. Non, mais aux États-Unis il y en a plein. Tu prends Jim Carrey, tu prends Steve Carell, voilà, d'autres acteurs. Mais c'est là où tu vois aussi que les acteurs du comics savent faire beaucoup de choses, et c'est là, moi, ça m'a pas étonné de le voir après, exploser dans des films genre Contre-enquête, ou des films où il y a des... Il disait aussi à un moment donné que graves. c'est des gens que tu peux avoir en fait en plan serré et en plan très large, parce qu'ils savent jouer avec leur corps aussi, plus souvent, beaucoup plus. Et du coup, c'est aussi important. Là, tu regardes la gestuelle de Dujardin sur tout ce film. Quand il s'arrête de courir, quand il regarde, enfin il y a tout le temps, tellement de choses. La danse, il y a plein de mouvements. Alors lui, c'est surtout son visage. Tu parlais de Jim Carrey par exemple, mais c'est des gens et on le disait tout au début de l'émission, les sourcils de Jean Dujardin c'est un personnage à part entière. Il sait exactement ce qu'il va faire quand il fait une tête, quand il... Tu pourrais filmer que ses yeux, tu comprendrais un peu la scène, quoi. Après, c'est pas pour rien qu'il a explosé en faisant The Artist, parce que c'est un mec ça fonctionne bien avec lui. Mais Béjo aussi, elle est une très belle actrice, hein. Elle bouffe la pellicule, hein. Elle est vraiment très très belle, et elle joue vraiment bien. Mais Dujardin, sur sa gestuelle, je veux dire, remate le film et concentre-toi sur sa façon de bouger. Alors, outre toutes les attitudes qu'il a calquées sur les héros de cette époque, genre par exemple quand il s'appuie toujours la jambe sur quelque chose. Tout le temps, regardez dans les scènes, il a tout le temps la jambe. Quand il court, la façon d'être un peu déhanché comme ça. Et quand il joue de la mandoline, alors là, quand il fait quand il dodeline comme ça, mais c'est génial. Enfin, moi je l'ai regardé, je me suis dit, mais en fait ils ont accéléré le mouvement peut-être en post-prod du truc. Peut-être légèrement, peut-être légèrement, mais le mec, je ne connaissais personne, je connais personne naturellement qui peut faire je connais personne qui joue de la mandoline. Non, mais qui peut faire ce truc-là, tu vois. Petit déhanché. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais alors, peut-être qu'en post-prod, ils ont peut-être accéléré un peu le mouvement, mais bon, en tout cas, chapeau à l'interprétation. Ouais, même faut vraiment reconnaître ces trucs-là, mais partout. Mais là, c'est vrai que c'est bien fait aussi. Même de faire une scène quand t'es en train de danser. Le mambo comme ils le font par exemple, et les trucs qu'il lui dit, en même temps il arrive à être drôle. Alors lui, il faut qu'il soit sérieux, il faut qu'il dise des conneries, et il faut en plus qu'il danse et qu'il le fasse bien, et ça fonctionne super bien. Ce sont de très belles scènes, et franchement moi encore une fois j'y allais à reculons, et je me rends compte que c'est vraiment un truc cool, et même Hazanavicius, tout ce qu'il a fait. Alors après jusqu'à OSS 117, The Artist. Après moi j'ai pas vu son autre film, le film qu'il a fait sur il a fait un truc sur la guerre en Tchétchénie, je crois. Oui. Pareil, j'ai pas vu. Qui s'appelle The Search. En fait, il s'inspire de quelques films classiques pour filmer pour faire un film sur la guerre de Tchétchénie. D'accord, ouais. Enfin bref, donc en tout cas, bon film que je recommande si vous avez envie de rire un bon coup. C'est vraiment un truc super sympa. Eh ben, merci les gars. Vous avez quelque chose encore à rajouter sur ce film-là? Non. Ok. Ben, merci pour votre intervention. Les loulous, on va passer à la rubrique des actualités.
Mathieu nous a rejoint pour cette partie. Bonjour Mathieu. Bonjour les amis. On va parler de Cry Macho de Clint Eastwood et de Red Notice, le dernier film grosse production de 200 millions de dollars sur Netflix, disponible sur Netflix. Alors Cry Macho, Mathieu, on est allé le voir ensemble au cinéma. Oui. On est allé le voir ensemble. Alors je te permettrai, je te laisserai la parole pour éventuellement le pitcher si tu le souhaites. On a été, non, il me dit non. Donc vous n'aurez pas de pitch. Donc regardez sur Allociné, c'est très bien foutu. Mike et moi, on y est allé parce que moi Clint Eastwood, je sais pas si c'est ton cas également. Enfin moi, voilà, il m'accompagne depuis que je suis gosse. C'est quand même 60 ans du cinéma américain. Quand il y a un Clint Eastwood qui sort, j'y vais. Qui plus est quand il est comédien. Donc Clint Eastwood, pour rappel, c'est une bonne trentaine de films en tant que réalisateur, dont une vingtaine où lui-même est également l'interprète principal très souvent. On va pas se mentir, on est sorti de la séance un peu déçu. Déçu, circonspect. En fait, c'est ça. Moi, j'étais très déçu en sortant de la salle et le film m'accompagne depuis que nous l'avons vu. Donc, je suis passé par plusieurs phases. Circonspection, interrogation, émotion aussi, parce que mine de rien, t'es sûr que tu veux pas un peu pitcher ? Je suis incapable de le faire. Le pitch de ce film-là, oui. Alors les noms des personnages, vous m'excuserez, je les ai pas en tête. Voilà, donc c'est le film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, ça je connais. Et donc c'est l'histoire de Clint Eastwood qui est cowboy. Ouais. C'est un cowboy en fait sur le retour. Sur le retour. Ouais. Et c'est une ancienne star de rodéo. C'est ça. Et il s'est blessé dans les années 80. Et qui fait plus grand chose à part. Je raconte nos années 80 parce que ça se passe dans les années 70. Il s'est blessé, donc je crois qu'il avait dans les années 50, je crois qu'il s'est blessé. Et donc du coup, il donne des coups de main pour élever les chevaux. Il vivote entre le travail que quelqu'un peut lui donner, lui confier, etc. Et là, il a une mission qui lui est confiée par un mec qui a un gros ranch, c'est ça, le personnage de Howard Polk, qui a de l'argent, et il demande à Clint Eastwood. Donc le personnage de Clint Eastwood, c'est comment ? Je sais plus. C'est Mike. Voilà, justement. Ouais. Voilà, donc il demande à Mike de chercher son enfant au Mexique. Donc il lui explique qu'il a eu une aventure. Raphaël. Il lui explique qu'il a eu une aventure avec une Mexicaine et que qu'en fait que l'enfant est là-bas, et donc Mike est censé aller le rechercher parce qu'il est certainement en danger. Ouais, et puis voilà. En fait, les raisons sont un petit peu obscures et troubles. Et alors on va rentrer dans le vif du sujet. L'intrigue ne tient pas debout. À aucun moment il y a rien qui fonctionne au niveau de l'intrigue. C'est clair. Dès le départ, en fait, personnage donc de Mike interprété par Clint Eastwood. Donc il y a ce fameux Howard Polk, donc qui est le propriétaire du ranch. Il envoie un peu péter. Enfin, tu sens qu'il y a un peu gentiment de l'animosité parce que Mike arrive en retard en fait au boulot. Bref, il se passe un an, il est viré. Donc Mike, un an plus tard, ce même propriétaire vient le voir pour lui demander d'aller chercher son fils. Ils se sont quittés, un petit peu, ils étaient un peu fâchés, disons. Et quand on lui demande ça, il lui demande en lui disant, pour tout ce que j'ai fait pour toi, j'étais quand même présent pour toi, tu n'as pas été, tu vois, sur la touche pendant des années. Je t'ai permis de garder ta maison. C'est ça, tu es propriétaire un peu grâce à moi, donc tu m'es redevable. Il lui répond oui. Il lui répond très facilement, oui, il y a pas de souci, j'y vais, je vais au Mexique, je suis un vieux monsieur, parce que Clint Eastwood, donc on rappelle, monsieur de 91 ans, dans le film, il fait effectivement 91 ans, donc avec tout ce que ça implique comme handicap, on va dire. Le personnage en lui-même est difficilement, en fait, on peut difficilement identifier son âge, mais il n'est pas censé avoir 91 ans. Non. Pas du tout. Pour rappel, en fait, il y a une trentaine d'années, un peu plus, en 1988, Clint Eastwood avait déjà le projet de faire l'adaptation de ce roman, parce qu'à l'origine c'est un roman, et Clint Eastwood, en 88, s'estimait trop jeune pour le rôle. Et il avait pensé à Robert Mitchum. Robert Mitchum, en 88, il avait 71 ans. Robert Mitchum, je suis pas obligé de rappeler qui c'est, grande star. Il y a 20 ans de différence quand même. Et c'est ça. Robert Mitchum, je pense, quand il avait 71 ans, il collait au personnage. Clint Eastwood, effectivement, est beaucoup trop âgé, à mon sens, pour le rôle. Il y a, alors, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ou dans différentes critiques, le personnage de Clint Eastwood dans le film, il a une facilité à lever des gonzesses.
clairement. Non, il a une histoire d'amour avec une nana, on ne sait pas. Alors ça j'y reviendrai après, mais en fait, il y a ce qui a un peu chiffonné beaucoup de gens, parce que c'est vrai, c'est limite un peu grossier. Ils se rendent au Mexique pour récupérer donc le fils, qu'il retrouve facilement. Qu'il retrouve très très facilement, et quand il se retrouve là-bas, donc c'est une immense propriété au Mexique. Enfin, ça, rien n'est crédible, hein, mais bon, même le Mexique, c'est un Mexique qui n'existe pas. D'ailleurs, ça a été tourné à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, donc c'est pas véritablement le Mexique, et ça se sent. Il arrive là-bas, et quand on l'accueille, disons si on l'accueille, oui, la dame, la propriétaire de cette grande demeure, qui est la maman du fameux Raphaël, c'est probablement une nymphomane ou tout ce que tu veux. Elle est à 2 doigts de lui sauter dessus. D'ailleurs, elle lui en veut parce qu'il refuse ses avances. Tout ça, effectivement, c'est un peu grossier. L'intrigue est mal amenée, elle est mal construite. Et quand elle revient dans le récit, elle est très courte. Enfin, voilà, c'est par parcimonie comme ça. Mais parce que le personnage, en fait, tu te rends compte qu'il véritablement il ne sert à rien. D'ailleurs, toute l'intrigue ne sert pas à grand chose. On va parler de ce Raphaël. Ce Raphaël, en fait, c'est un gamin, disons, un peu perturbé. On comprend pas trop ses motivations non plus. Ce gamin, il fait un peu les 400 coups au Mexique. Ce gamin qui est interprété par un jeune homme qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Eduardo Minette. Je ne sais pas comment on le prononce. J'espère qu'on n'entendra plus parler de lui, parce que ce gamin joue comme une patate. C'est effroyable. C'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal à critiquer les jeunes comédiens, parce qu'il est censé avoir 13 ans. Je sais pas quel âge il a, mais je me considère pas comme comédien, mais je pense que lire un texte, parce qu'il ne le joue pas, il ne l'interprète pas, il le lit éventuellement, on pourrait mieux faire. C'est une catastrophe, surtout qu'aux États-Unis, il y a quand même matière à trouver des enfants, pas forcément des enfants stars, mais des enfants qui savent jouer de la comédie. Là, c'est vraiment terrifiant. Donc, l'intrigue ne fonctionne pas. Le personnage de l'enfant et l'interprète de l'enfant ne fonctionnent pas non plus. Donc, qu'est-ce qui m'a plu? Apparemment, il est né en 2006. Il est né en 2006, ça lui fait quel âge à ce garçon? Ça fait 15 ans. Ça lui fait 15 ans? Bon, il est encore jeune pour mûrir. Oui. Non, mais c'est effroyable. Je vais pas lui chercher d'excuses. Enfin, très honnêtement, il est un peu à charge, Mathieu, sur ce jeune homme. oui, mais parce qu'en fait, c'est très important, parce que l'interprétation de ce gamin est là pour donner en fait le ton également du personnage de Clint Eastwood. Oui. Parce que l'interaction entre les deux est primordiale. Parce que Clint Eastwood, pour le coup, il est très bon. Pourquoi? Parce que Clint Eastwood n'a plus besoin de jouer. Il est Clint Eastwood. Il est une légende. Quand il apparaît à l'écran, je parle pas des plans larges où tu sens son physique, en fait, qu'il traîne. Et c'est il traîne, hein, parce que il se mouvoie difficilement. Exactement. Il se meut difficilement. Il se meurt également. Ouais. Mais par contre, quand tu as des plans serrés sur son visage, c'est une gueule. Mais c'est une gueule, c'est 60 ans de cinéma qui nous parlent et qui nous regardent. Justement, j'ai une question par rapport à ça, peut-être. Comme tu as beaucoup, moi j'ai vu des films de Clint Eastwood, mais pas tant que ça, mais maintenant que tu le dis, mis à part les rôles qui changent, l'écriture, le personnage, j'ai l'impression qu'en termes de composition, c'est pas un mec qui compose énormément non plus. Il fait du Clint Eastwood en final. Alors, Clint Eastwood, en fait, c'est à mon sens, ça fait partie de ces... Vous savez, Clint Eastwood, il est... comment dire, c'est l'héritier du cinéma de Ford. Et quand on pense à Ford, on pense forcément à John Wayne. Ce sont ces grands comédiens américains qui sont devenus plus que de simples comédiens, qui sont devenus des personnages, qui sont devenus des légendes, et qui charrient tout ça, qui traînent tout ça avec eux, et qui n'ont plus besoin effectivement d'être dans le jeu, parce que leur présence se suffit. Après, qu'il soit chez Sergio Leone pour les westerns, ou qu'il est chez Don Siegel quand il fait l'inspecteur Harry, c'est pas la même interprétation non plus quand il fait ses rôles à lui. Souvent, Mike, tu me faisais la réflexion quand on est sorti du film, oui. Je disais que j'avais toujours l'impression de voir la même chose. Et qu'il était le personnage un peu taciturne. Voilà, qui est taciturne, qui est râleur, qui est que ça. Il rencontre quelqu'un, c'est un road trip, hein, comme tu disais, et puis il rencontre quelqu'un qui lui fait changer. Il y a une relation amicale qui arrive. Et puis ça lui fait changer de son point de vue, et puis il redevient mec gentil, quoi. Et du coup, sur le moment, c'est vrai que j'approuvais ça, et en fin de compte, en y réfléchissant, non, en fait, c'est pas ça du tout, à mon sens. Oui. Mais c'est vrai que de prime abord, quand on est sorti, c'était la même réflexion que je m'étais faite. Donc c'est un road movie. C'est un road movie qui est le road movie, on a déjà parlé, c'est vraiment, on est dans la lignée, dans l'héritage du western. Et on joue justement avec ces codes du western, parce qu'on rappelle que Clint Eastwood, c'est une figure héroïque du western, principalement chez Sergio Leone. Et par contre, ce n'est pas un personnage taciturne dans le film.
Il a joué ces rôles-là parce que ce rôle de l'homme dans le western, dans le road movie crépusculaire qu'il a pu interpréter même dans des films comme La Mule récemment, ou avant ça il y avait aussi comment il s'appelle ce film aussi, Gran Torino. En 2008, où il joue ces personnages-là. Mais là c'est pas le cas. Oui. Là il y a même une réplique qui est formidable dans le film parce que on a oublié un élément important dans le film. Il se trimballe un coq. Le coq, c'est lui qui s'appelle Macho. Oui. C'est ça. Hein. Donc Macho dans le film quand il en parle, c'est le brave aussi, c'est le voilà. C'est le guerrier. C'est le guerrier, c'est tout ce que tu veux, qui est symbolique, dans une symbolique virile. Et Clint Eastwood, il dit au gamin, mais papa, ça sert à rien d'être un macho. Quand Clint Eastwood dit ça, c'est pas toi et moi qui disons ça. Clint Eastwood, c'est 60 ans de cinéma, c'est 60 ans de reproches en disant, il représente l'archétype même du macho. C'est Paul Hinkel, qui était la grande critique américaine au New Yorker, qui n'a pas arrêté de défoncer Clint Eastwood à l'époque, surtout quand il y avait la série des Dirty Harry. On disait voilà, il représentait effectivement le macho, enfin toutes les tares inimaginables qu'on peut composer autour d'un personnage américain viril. Et donc il trimballait ça. Et là il lui dit mais ça ne sert à rien. C'est le type qui a 91 ans, du coup, joue le sage. Ce n'est plus le type taciturne qui est au contact d'un gamin, va changer sa manière de penser, de concevoir le monde. Il est déjà là-dedans, il est déjà inscrit là-dedans. Il a la sérénité qu'il cherche. En fait, il ne la pousse pas, il a pas besoin de la chercher. Elle est là, elle l'accompagne. Et je trouvais ça, il y a des moments, il y a plein de bulles comme ça dans le film qui sont véritablement très très belles. Le souci, c'est que dès que l'intrigue revient, bon là c'est une catastrophe. Tu disais, Mike, quand on était sorti du film, t'avais l'exemple d'une scène qui t'avait bien fait marrer, tu sais, qui sont un peu mal montées, disons. Quand il dresse un cheval. Ah oui, quand il dresse un cheval, oui. Ah oui, donc avec les différents plans, en fait, tu vois Clint Eastwood qui chevauche un wild horse, un cheval sauvage, dont son propriétaire n'arrive pas à le dompter, on va dire ça comme ça. Et tu vois Clint Eastwood qui, pour donner des conseils, monte le cheval, et tu vois Clint Eastwood qui voilà. Sauf que le plan, c'est quand Clint Eastwood est sur le cheval, la caméra, c'est un plan, on peut appeler ça, tu m'arrêtes si je me trompe, un plan large du manège avec quelqu'un qui fait un petit rodéo sur le cheval, et tu vois seulement Clint Eastwood en gros plan qui ouais, c'est ça. En fait, quand t'as l'espèce de carrousel où tu as le manège, ou le manège, tu as ce dresseur qui tourne effectivement de loin en plan large, où tu vois que le mec il maîtrise, et la silhouette. Et c'est censé être Clint Eastwood. C'est bien un mec qui doit avoir 35-40 ans. Ouais. Tu vois. Et par contre, effectivement, donc il coupe avec des plans serrés en contre-plongée, où tu vois le visage de Clint Eastwood. Il y a les épaules qui bougent un petit peu, mais vraiment qui donne l'impression d'être sur un cheval. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'un gars comme lui, pourquoi? Parce que comme dit, tout est fait. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'interpréter quand même ça, alors qu'il pourrait le filer à quelqu'un qui le ferait très bien, et lui se contenter de réaliser? Ben oui, peut-être. Mais 91 ans. Je pense que c'est véritablement un roman qui lui tenait à cœur, parce que comme il en a déjà parlé en 88, qu'il voulait le faire, et de plus. Et il aime jouer, non? Mais je sais pas, à cette époque-là, il était déjà presque prêt à laisser le rôle. Ça aurait été d'autant plus pertinent de le laisser. En 88, il avait 58 ans. Ça fait un petit peu jeune, tu vois, pour le rôle. Mais comme tu dis, à l'époque, il voulait le laisser à Mitchum. Ah non, mais excuse-moi. Alors, je suis pas allé au bout de l'explication. Ça a pas pu se faire parce qu'il avait des obligations encore pour faire un Dirty Harry. Donc, il avait des obligations autres en tant que comédien, et il a dû mettre le projet de côté. Et tu sais comment c'est à Hollywood, à un moment donné, t'as un projet qui est en cours, t'as des investisseurs qui te suivent, et au bout d'un moment, ils te suivent plus parce que tu passes à autre chose, et ainsi de suite. Là, il faut se dire que Clint Eastwood, c'est un des rares cinéastes qui produit, qui s'autoproduit, si tu veux. Hein. Quand il fait un film, il y a personne qui l'emmerde, et les investisseurs derrière, même les studios le suivent, parce que ils savent que Clint Eastwood, c'est la garantie que les jours de tournage qui sont prévus, ils seront respectés. Le budget, généralement, il a pas besoin de plus, très souvent il a besoin de moins. Ou il a même fini souvent le tournage avant, parce qu'il fait très peu de plans. Ça explique aussi pourquoi je pense que généralement on raconte l'histoire voudrait qu'il fasse 2 prises en général. Il y avait une anecdote folle, c'est quel acteur, je sais plus, c'est un acteur qui a quand même du background, qui avait fait une scène avec lui, il réalisait, puis il se retourne en disant je crois pas qu'elle est bonne, et Eastwood le regarde, il fait elle est bonne.
Genre, on discutera pas, on n'en fera pas une autre, on garde celle-là, point barre, ça s'arrête là. Mais si, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est avec son très grand chef-d'œuvre qui est impitoyable, qui est déjà un film, tu vois, sur le western crépusculaire. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut le voir impérativement, avec Gene Hackman. Et Gene Hackman, effectivement, si je me souviens bien, c'est ça, c'est Gene Hackman qui est un perfectionniste, qui fait on la refait, non mais Clint Eastwood, non mais on la refait pas, elle est parfaite. Non mais elle est parfaite. Et effectivement, les gars, ils faisaient 2 ou 3 prises, mais Gene Hackman, c'est le genre de gars, ben voilà. S'il veut en refaire une, tu lui l'as fait, quoi. Et puis il se rôde, et puis il sait que à chaque prise, il va faire une autre proposition. Mais Clint Eastwood fonctionne pas comme ça. Il est à l'ancienne. C'est un peu comme John Ford. C'est des mecs qui est réalisé très très rapidement. Il fallait que ça envoie, quoi. Bref, tout ça pour dire que moi, je trouve, je finis vite. Non, c'est même pas c'est pas pour finir, c'était pour avoir effectivement ce que tu avais aimé dans ce film. Ben voilà, en fait, c'est le côté, cette douce mélancolie qui traverse tout le film, qui m'a beaucoup plu. Et je suis d'accord. Après, il y a aussi, juste rappeler encore ça, il y a une très belle séquence parce que c'est un film sur Clint Eastwood. C'est un film sur lui. Donc il soigne aussi des animaux. Donc on va le voir pour qu'il s'occupe des chevaux, de tout ce que tu veux, des biquettes, des machins. Et il y a une dame qui va lui ramener un chien, si je me souviens bien. Oui. Et il a une très belle réplique. Il dit je ne soigne pas la mort. Tu vois, parce que la vieillesse. La vieillesse. Oui, c'est mieux que ça. Oui, tu as raison. Je ne sais pas comment soigner la vieillesse. Parce que le chien qu'il amène, il est malade parce qu'il est vieux et il vieillit et il a des maux d'animal qui vieillit. Et donc Clint Eastwood lui dit oui, mais je vois, mais je soigne pas la vieillesse. Donc il lui faut un peu de repos. Et cette réplique-là, ça suffit aux gens pour être rassurés, quoi. Oui, non, mais ça, quand il le dit au gamin. Il le dit pas directement. Il dit voilà, il lui faut un peu de repos, il lui faut de l'amour, il faut de machin. Mais quand il dit cette réplique-là. Il le dit au gamin. Je soigne pas la vieillesse. Pour lui? C'est lui. C'est un miroir. Il s'adresse à nous, spectateurs, il dit voilà, je parle de moi. Parce qu'il sait que maintenant c'est un vieux monsieur, tu vois, et qu'il est plus proche, tu vois, de bouffer les pissenlits par la racine, tu vois, que de faire un jogging ou même d'élever un cheval. Donc, voilà, et tous ces moments-là sont très très beaux. C'est très beau, ouais. Mais vraiment, il y a cette séquence, tu vois, effectivement. Dans la voiture aussi. Ouais, et puis j'allais dire, c'est quand il rencontre cette dame, donc effectivement, qui va un peu s'occuper d'eux, tu vois, c'est des beaux moments. Effectivement, la dame, je sais pas, elle doit avoir 55, 60 ans. La différence d'âge, elle est aussi énorme. Mais elle se voit à l'écran, mais il y a quelque chose qui transpire c'est touchant. Tous ces moments-là, toutes ces petites bulles, ces deux solitudes qui se rencontrent, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, parce qu'elle est veuve également, comme lui. Franchement, c'est des séquences qui sont magnifiques. Tout ça, c'est très très beau. Le souci, c'est que toi, t'es là, tu les accompagnes à ce moment-là, puis tu en compte, mince, il y a l'intrigue. Eh oui. Et elle arrive. Et puis elle repart 30 secondes après. Ouais, même pas. Et puis l'intrigue, elle est un peu, parce que on a oublié de dire, mais effectivement, donc il récupère ce gamin pour le ramener chez son père. On va pas tout dévoiler parce que son père, au final, c'est une petite pourriture, mais on s'en doutait parce que tout est un peu cousu de fil blanc. Ça se voit déjà dans le trailer. C'est ça. Et la mère envoie parce qu'elle a un peu elle a du cash, hein, et elle envoie des sbires effectivement à la recherche ou pour pas lâcher Clint Eastwood, pour pas qu'il arrive à ramener le petit à son père. Et quand eux apparaissent, alors il y a toute l'histoire. Voilà, ils rencontrent, il se passe ça, ils voyagent, etc. Et quand t'as effectivement l'intrigue, c'est-à-dire le film au départ c'était tu vas me chercher mon fils et tu me le ramènes, et donc les gens envoyés par la mère arrivent et tu les vois intervenir de 20 secondes et la scène elle est finie, tu vois ce que je veux dire. Oui, et puis c'est quand t'as un de ces sbires, un de ces hommes de main là, qui va essayer de le kidnapper, donc déjà ils vont se battre. Clint Eastwood va lui mettre un pain dans la tronche. Oui, c'est ça. Donc c'est improbable. Moi j'aime beaucoup Clint Eastwood, mais c'est improbable, ça ne fonctionne pas. Dans le trailer, quand je l'ai vu, ce truc-là, je me suis tout de suite dit j'achète pas. Ouais, non, c'est pas possible, lui faites pas mettre des pains à son âge, c'est mais pas possible. Il y a pire, je vais pas le dire, je vais pas le dévoiler ça, mais il y a une espèce de Deus ex machina quand il y a une deuxième intervention de ce monsieur là, de cet homme de main après un accident de voiture. Et tu dis comment ils vont s'en sortir, parce qu'à un moment donné le gars c'est quand même une espèce de gangster mexicain. C'est pas Joe le boiteux. Normalement il est censé quand même, tu vois, réussir à les tenir, à les arrêter. Comment ils s'en sortent, on dit pas comment ils s'en sortent. On va pas dire. Mais alors c'est ridicule. Ça va très très vite. Et puis tu te dis c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est typiquement le genre de scène quand je l'ai vu en salle, je me dis oh là là.
Ah là là, mon Dieu, c'est pas possible. Ah Et ouais. tu as du mal à croire que c'est Clint Eastwood qui a fait ça. Ça te fait sortir du film en fait. Bah ça a deux doigts de te faire sortir du film, et après, tout de suite, tu rebascules dans quelque chose de très doux, de très mélancolique poétique et de poétique, ouais. et ça fonctionne. Et du coup, moi, j'avoue, hein, quand je disais que ce film m'a accompagné ces derniers jours, j'y pensais beaucoup, j'avais complètement éludé ces scènes qui sont ridicules, parce que je n'ai gardé que Ce que tu avais apprécié de ce film. tout ce que j'avais apprécié. Alors, pour conclure, disons, si vous devez payer 10 balles pour voir un film, si vous n'êtes pas obligé de mettre ça pour voir le Clint Eastwood, c'est bien dommage, mais ça vaut vraiment pas le coup. Attendez qu'il passe à la télé sur France 2 ou France 3 d'ici 4-5 ans. Mais par contre, regardez Impitoyable, regardez même Gran Torino, même La Mule, le dernier film dans lequel il jouait, qui a déjà à l'époque, quand il est sorti, je trouvais que c'était un Clint Eastwood mineur, mais à côté c'est un très bon film. Non mais replongez-vous dans les Clint d'il y a quelques années, et puis voilà, ça va faire. Faites-vous plaisir. Voilà. Merci Mathieu et merci Julien. Et maintenant on va passer à Red Notice, film au budget de 200 millions d'euros, disponible sur Netflix avec Gal Gadot. Je connaissais pas cette actrice, mais voilà. Tu connais pas Gal Gadot? Gal Wonder Gadot. Woman. Ah, Wonder non, Woman. bah non, mais moi je suis pas très Marvel et les choses comme ça. C'est d'ici. Oui, je ne sais pas. Et Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Alors, moi pour tout vous dire, Est-ce que tu es prêt à pitcher celui-là? rapidement, c'est un voleur d'art. Non, c'est enfin, on nous le présente comme ça, c'est un policier qui s'associe avec un voleur d'art pour arrêter un autre voleur d'art. Ça doit être ça, non? Parce que moi, il y a eu tellement de rebondissements entre moi je suis policier, finalement je suis voyou, et puis au final je suis ci, et puis j'ai pas, voilà. Eh ben, Mike, dans ton explication un petit peu hasardeuse, alambiquée, je pense que tu as bien résumé Voilà, en c'est fait l'intrigue. C'est ça. Moi, franchement, je l'ai regardé dans mon lit. Voilà. T'étais seul? Oui, j'étais seul. Il valait mieux être accompagné. Pour vraiment passer un bon moment, il valait mieux être à deux. C'est ça. Et franchement, pour pas vous cacher, je me suis endormi 20 minutes ou peut-être un peu plus. Okay. Non, pas au bout de 20 minutes, tu t'es endormi. Non. 20 minutes. Je pense que dans la deuxième partie du film, il y a une explosion qui t'a réveillé ou un truc comme ça. J'ai dormi 20 ou 25 minutes et je me suis pas dit, oh merde, j'ai raté 25 minutes, tu vois. Ça m'a pas dérangé. Resté un quart d'heure avant la fin du film, j'ai regardé le quart d'heure. D'ailleurs, et encore, je vous raconte ma vie. Je me suis endormi tôt, enfin, mis au lit tôt, 22h, 6h15, bam, les yeux comme ça. Mais j'arrivais pas à me rendormir 6h15 le matin. Je fais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'as à faire? Tiens, Red Notice, ça dure 2 heures, je dois me lever normalement à 8h. Et ça va être coïncidé, j'aurai le temps de le regarder et de me lever. Ça m'a permis de me rendormir 30 minutes. Mais voilà dans quelles conditions j'ai vu le film. Mais j'ai effectivement T'as vraiment des beaux programmes, toi. Ouais. Mais du coup, quand tu te couches, là, t'as pris quoi? T'as pris une tisane, une nuit tranquille? non, Et le pas du matin, tout. t'es plutôt café ou t'es thé? Moi, toi je suis plutôt café. T'es plutôt le matin. café, toi, Mais hein. non, là, j'ai attendu la fin de Red Notice pour aller me faire mon petit déj. Mais du coup, oui, le film. Je tape sur la table, ça fait du bruit. Mais on s'en fout. Mais le film, une grosse daube pour moi. Franchement, déjà, je suis pas fan de ce genre de truc. J'aime beaucoup les avis définitifs comme ça. Ouais, moi, je suis pas. C'est vrai qu'ils prêtent pas à l'argumentation. Non, et je pense pour ce film, c'est pas forcément. C'est pas. C'est ça. Vas-y, Jules, dis-nous toi. Eh ben, écoute, moi, ça m'a fait très plaisir de voir le nouveau Deadpool. Voilà. Tu trouves que ça a l'humour de Deadpool? Mais Ryan Reynolds, ça fait 10 ans qu'il joue Deadpool. Ah oui. Non mais d'accord, mais il y a des petits, Le gars, tu l'as bien en Deadpool, ferme les yeux, c'est Deadpool. Ouais. Il fait les mêmes vannes, il fait la même chose. Oui, voilà. Ils essayent d'être marrants. Ryan Reynolds, il polarise vachement en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y a soit ceux qui apprécient énormément son humour. Moi, je suis un peu partagé. Je déteste pas tout, mais c'est vrai que lui aussi, quand on parlait avant de construction de personnages, où tu es toi-même en tant que comédien devenu un personnage, un archétype, c'est le cas de Ryan Reynolds. Il joue la même chose depuis maintenant des années sur ses petites blagues, sur des petits gimmicks, il joue sur des effets de bromance qui s'improvisent, tu vois. Il joue sur ça, bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est que, en regardant ce film, ce qu'il faut être, alors déjà, c'est très alléchant, entre guillemets, c'est
la distribution, tu vois. Je veux dire, on te fait quand même un film avec les chouchous du blockbuster américain en ce moment. Comment il s'appelle, The Rock. Ah bah, The Rock, ouais. tu le vois, il bouffe même les franchises. Tu vois ce que je veux dire? Ce gars, il fait ses films, il a ce côté musclore, gentil. Tous les deux sont les gens de Ridéo. Hein, tu peux pas faire mieux. Dans l'esthétique, pareil, le Gal Gadot, autant en termes d'acting, moi, ça me fait pas grand chose, mais ça doit être une des plus belles femmes du monde en ce moment aussi. Bah, Tu vois, c'est américain. Gal Gadot, quand elle apparaît à l'écran, effectivement, elle est magnifique, ouais, elle est très oui. très belle, mais elle joue comme une serpillière humide. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, tu as des gens qui font le même film depuis 10 ans, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et il y a pas longtemps, d'ailleurs, quand je parle de bouffer une franchise, The Rock, il a quasiment rebouffé la franchise Fast and Furious. Ouais, Tu vois, enfin. il est quasiment devenu alpha, alors qu'à un Ouais, moment donné, c'était juste l'antagoniste. Ouais, bah en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, je sais pas si vous avez suivi, mais avec Vin Diesel, ça se passe pas bien du tout. Ça Donc, se passe pas trop donc bien. maintenant, il est tège. Hein, en fait, il va faire son spin-off à lui. Il a fait son spin-off avec. Bah, c'était Diesel encore qui était derrière, hein, puisque c'est encore, tu vois, sa franchise. Mais maintenant, mais- effectivement, Dwayne Johnson, il va faire son propre. Il plaît aux gens et alors je sais plus dans lequel c'est, il y en a tellement, mais à un moment donné, ils ont déjà fait des trucs où il est avec Ryan Reynolds et qui joue la même chose, cette bromance, ce machin, ce truc, voilà. Alors Parce que Ryan Reynolds, effectivement, il apparaît dans le film avec merde, le nom m'échappe. Avec Show, ouais, il apparaît. Effectivement, il a dans ce film-là, il a une apparition où il joue exactement le même type de personnage. Exactement. Là, il est flic, il aurait pu être le voleur qu'il est dans ce film-là. Enfin, voilà. Alors l'alchimie fonctionne ou pas? Moi, je trouve pas. En fait, que entre tous les deux, ça fonctionne très très bien parce qu'ils ont exactement le même pendant. Tu vois, c'est trop lisse. Et voilà. Et puis après, on le met dans des situations qu'on a déjà vues, avec un budget faramineux qui en plus se voit pas vraiment. Voilà. En fait, moi, c'est ça. Qui est terrible. Rendez l'argent. Non, Ouais, parce que donc, alors, il parle de 160 millions et Variety a parlé de 200 millions. Peu importe les montants, c'est astronomique. Les comédiens auraient pris, alors tant mieux pour Gal Gadot parce que c'est une des femmes maintenant les mieux payées, elle a touché 20 millions. Dwayne Johnson pris 20 millions. Ryan, on imagine la même chose. Dwayne étant lui-même producteur du film, je pense qu'il a pris un peu plus. Donc, grosso modo, il y a 100 millions qui sont partis dans leur poche. Hein, à peu près, hein, j'arrondis à peu près, mais ça va être ça. Bah ouais, mais sauf que les 100 autres millions, bah effectivement, ils en ont pas fait grand-chose parce que à l'écran, c'est dégueulasse. Il y a quand même des séquences de CGI qui sont finies à la pisse. Hein. Et t'as des fonds Ça verts brûle mais les yeux. immondes. Tu te dis, mais ça coûte 200 millions et c'est la nouvelle vitrine de Netflix. Moi, alors, j'entends hein, parce que Netflix, qu'ils sont en train de faire, je sais pas si vous avez vu dans les projets à venir, ils sont en train de faire venir toutes les grosses restas américaines et leur donnent des salaires mirobolants pour les faire venir. Donc là, on aura Daniel Craig qui va faire la suite de À couteau tiré 2 et 3. Je crois, je dis une bêtise, mais il a pris 50 millions. Ils sont partis sur un budget sur les deux films de 400 millions pour À couteau tiré. À couteau tiré, ce n'est pas un blockbuster. Hein. À couteau tiré, c'est un whodunit. Donc là, on parle de 400 millions pour deux films. Il y a le nouveau film aussi avec DiCaprio là qui va sortir. Enfin, t'as Jennifer Lawrence, t'as Meryl Streep. Non, un truc comme ça. Ouais, t'as un casting de fou. Mais c'est comme ça que fonctionne Netflix. Ils font venir le maximum de comédiens hyper bankables et il est rince à donf. Le problème, c'est que les films, pour l'instant, ne suivent pas. Qualitativement, ça ne suit pas. Moi, ce film là où je me suis interrogé, c'est que, à différence de vous, peut-être, et là c'est un aveu de ma part, je savais que je regardais quelque chose de très mauvais, et pourtant, j'étais subjugué par ce que je voyais. Pourquoi ? Parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'on en arrive là ? Parce que, tu sais, il y a cette ritournelle qui voudrait se dire, oui, un jour, on va trouver la formule du blockbuster. Y a-t-il une formule ? Y a-t-il un algorithme qui est créé par Netflix ou qui est créé par les studios pour créer le film qui reprend toutes les attentes du spectateur ? Et j'avais ce sentiment que, non pas qu'ils avaient réussi à le faire, mais que c'était définitivement le cahier des charges. Que c'était ce cahier des charges que je voyais à l'écran. Mais c'est même fait sans vergogne, c'est-à-dire même plus que sans cacher, c'est ouvertement montré. Les clins d'œil aux différents blockbusters qui ont été bien faits et qui font partie des grands films d'action de nos genre Indiana Jones. Genre le sifflotage d'Indiana Jones. Indiana Jones, ils l'ont pas pompé,
ils l'ont pas rendu un hommage, ils ont violé Indiana Jones, ils l'ont laissé sur le trottoir, ils ont dit les gars, vous pouvez faire la suite. C'est une horreur parce que il y a quand même donc il y a le siffletage. S'il avait juste sifflé ça, tu dis allez hop, c'est Ryan Reynolds qui nous fait son pitre, c'est effectivement un clin d'œil supplémentaire. Sauf que après, il nous repompe The Temple of Doom, toute la séquence est dans le film qui se passe dans la mine. C'est ça. Enfin, il y a la trilogie, enfin les 3 points Indiana Jones qui sont repris, mais à un moment, plan par plan. Mais les mecs, à un moment donné, ça s'appelle plus de l'hommage, ça. Enfin, et tout le film, c'est ça. Ce sont une accumulation comme ça de. Et scénaristiquement. Parce que moi, à un moment donné, bon après, c'est peut-être parce que je me suis endormi, que je me suis réveillé à des moments où pourquoi c'est. Tu prends justement tous les buddy movies qu'ont fait les deux, parce qu'ils en ont fait énormément l'un et l'autre. Tu prends après justement tous ces faux hommages / viols de tous les films, les franchises qui ont été qui nous ont construit notre cinéma machin. Tu mets ça ensemble, tu secoues tout ça et tu fous des twists complètement alambiqués ridicule. Et t'as ton scénar. Le scénar est cousu de fil blanc et ils se permettent quand même des twists, mais alors une accumulation de coups de théâtre à la fin qui n'ont ni queue ni tête. Ah oui, c'est ça qui m'a perdu. Mais qui ne fonctionnent pas. Et alors il y a eu en plus donc dans ce genre de film, parce qu'on est hyper cool, on est très pop, donc on fait venir des copains qui soient chanteurs ou autres pour montrer que mais ça m'a tu dévoiles. Ouais, je voulais pas le dévoiler. Mais c'est nul. C'est pas drôle, Et en plus, ils lui font pas faire que de la musique, ils lui donnent 2-3 répliques. Ouais, ils lui donnent 2-3 répliques. Non, mais c'est même pas tout. C'est à l'image de tout ce qui est fait dans ce film. Et pareil, c'est pour chier sur la pop culture et c'est sur la culture un peu geek parce que quand ils disent mais vous savez pas qui je suis, j'ai joué dans Game of Thrones. Mais les mecs, ça ne fonctionne pas ça. Ça ne marche quand on veut faire des clins d'œil, quand on veut faire de l'hommage, on essaie d'être un peu subtil. On s'appelle Quentin Tarantino où chaque séquence est un clin d'œil, est un hommage, sauf que si vous n'avez pas bouffé 50-60 ans de série B et série Z, vous n'êtes pas en mesure forcément de les voir. Mais là, on est dans l'hommage. Là, par contre, je suis désolé, mais le terme est un peu cru, un peu dur, mais moi j'avais l'impression qu'on m'avait violé des films que j'avais aimés. Mais il va marcher. Il va faire un sacré score sur Netflix. Mais c'est ça qui me fait peur en ce moment, tu vois. C'est-à-dire, les mecs, déjà on regarde ces films parce qu'on les paye pas directement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, par l'abonnement. C'est comme la TVA. On a le sentiment de pas payer. Ouais. C'est ça, t'as le sentiment, tu le payes pas parce qu'en fait, donc on a Netflix. Moi je me rappelle quand tu rentres sur un truc comme ça, alors il y a quand même certains programmes qui sont intéressants à regarder. Il y a des choses intéressantes. Bien sûr, mais il y a des choses qui sont bien faites. Ça c'est pas le souci. Mais ils sont en train de je parle pas des séries qui sont faites. Ça c'est pas fait pour pour vraiment faire concurrence au cinéma dans les salles. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, en fait, on est en train ça fait un moment qu'ils font ça. Ils font du name dropping. Donc, t'as des grands noms qui attirent les gens parce que tu sais que si t'as ça sur ton affiche, bah tu vas vendre ton film. Là, les gens qui sont sur Netflix ne vont pas payer pour ce film parce que ils ont déjà payé pour Netflix. Donc, finalement, ils le reçoivent plus ou moins gratuitement. Ça fait des semaines que tu écumes ton truc, on l'a dit tout à l'heure pendant l'émission quand je vous disais si vous continuez à faire tourner votre truc de Netflix sans savoir quoi regarder, à un moment donné tu sais même plus sur quoi t'arrêter parce que soit c'est de la bouse, soit tu l'as déjà vu ou alors il faut que tu te lances dans une série, c'est pas compliqué. Une fois que t'as tout ça qui est éculé, le mec il lui reste plus que quoi? On attend la sortie de ce blockbuster avec les 4 noms ou 3 noms qui nous font d'autres films qu'on a vus, que ce soit chez DC, parce que bientôt en fait c'est Deadpool, Black Adam et Wonder Woman. Donc, voilà, on prend des gens qui sont bankable à mort en ce moment et parce qu'il y a rien d'autre à voir, que c'est la nouveauté du moment sur Netflix, forcément tout le monde va le regarder. On est en train de te dire que c'est une réussite ce film. Alors que les critiques disent tous que c'est à peu près la même chose. En fait, ouais, il y a c'est vrai qu'il y a ce que tu évoques est hyper intéressant parce qu'il y a une autre problématique. Parce qu'à l'origine, ce film-là, faut juste rappeler ça va remettre un petit peu quand même en perspective ce qu'on était en train de dire, c'est que ce film à l'origine devait sortir en salle. Il devait être distribué par la Universal et avec vous avez peut-être entendu parler de la Covid, donc ça a l'air repoussé. Mais quand Netflix rachète ce film, il est estampillé du coup Netflix. Il est distribué Netflix et la com et le marketing, c'est la com Netflix. Il faut se dire que la com qu'on pouvait estimer hyper agressive à une certaine époque, c'est par les studios.
c'est du pipi-chat à côté de ce que la portée qu'a Netflix, puisque Netflix c'est quand même 200 millions d'abonnés, sans compter les gens qui regardent sans avoir d'abonnement, donc c'est énorme. Et du coup, eux, ils ont la chance qu'ils ont un pouvoir de dingue, c'est que il y a beaucoup d'abonnés Netflix qui sont eux-mêmes des fervents défenseurs et qui prêchent la bonne parole. Donc quand tu vois sur les réseaux sociaux, c'est Netflix relaye, mais enfin on voit la com, mais le relais se fait de manière très très massive par beaucoup, tu vois, de gens influents ou non. Mais c'est devenu énorme, plus important que pour un film. Au-delà des Marvel, effectivement, on peut comparer ça avec Marvel. Je sais pas si vous avez vu la dernière bande-annonce pour le prochain Spider-Man. Bon, ça a été énorme au niveau des vues, c'est un truc de malade, mais parce que derrière, il y a des espèces de communautés, il y a une communauté Netflix qui est en train de se créer et qui porte à bout de bras ce genre de production. Mais c'est triste parce que je pense très sincèrement que on a déjà souvent évoqué ce sujet-là, de ce qu'on appelait, vous savez, les budgets des films moyens à 70-80 millions qui ont fait les chefs-d'œuvre qu'on a tous aimés. Ce qu'on ne trouve plus. Moi, à un moment donné, j'avais espoir que justement des plateformes comme Netflix permettraient, tu vois, de la production de ces films-là, de films de qualité à 80 millions. Sauf que là, les 80 millions, déjà, tu le mets dans le salaire de comédien. Donc, tu prends un tâcheron, comment il s'appelle le réalisateur déjà? Rawson Marshall Turber, le mec qui a fait Skyscraper ou si avec Dwayne Johnson, c'était déjà pas folichon. Avec sa fausse, fausse jambe. Ouais, non mais ouais. Non mais voilà. Et tu te dis mais ouais les gars, enfin après pour s'acheter un petit peu de légitimité, un peu de crédibilité, ils font des contrats à des Scorsese, à des David Fincher, mais David Fincher quand il fait Manque, et j'ai déjà eu l'occasion de dire tout le bien que je pensais de ce film, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le public de Netflix s'en fout d'un film comme Manque, tu vois, ça les intéresse pas. Par contre, Red Notice, ça peut être extrêmement porteur pour eux. Netflix achète on va dire une conscience en finançant des œuvres comme Manque, par exemple. Oui, comme ils ont fait par exemple avec Alfonso Cuarón quand ils sortent Roma, très très clairement. Et quand ils disent qu'ils veulent mettre des billes dans le cinéma d'auteur et qu'ils sont même prêts dans certains cas, tu vois, à faire une diffusion en salle, c'est pour s'acheter une crédibilité, tu vois, cinéphile, tu vois, et défenseur du 7e art. Mais il faut pas se leurrer. Enfin, ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Donc c'est bien aussi que voilà qu'un Roma ou qu'un Manque puisse exister. C'est plutôt cool. Écoute, ce qui est marrant, ouais. Bah oui, c'est clair, mais ce qui est que ça fait qu'ils aient une diffusion sur une plateforme qui est connue et tu vois, regardée. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait, tu sais, d'OSS 117 et des premiers films, notamment du premier film d'Azanavicius. Oui. C'est ça, c'est des mecs qui produisent des trucs, ils savent qu'ils font de la merde, mais ils font du pognon avec, alors ils se tapent dans le dos. C'est bien ce qu'on a fait là, les gars. Tu parles du film Mes Amis qui parlait de la télé des années 90. Non, mais c'est juste, ça fait écho. C'est pour montrer que c'est aussi un milieu qui est pas forcément là pour créer de l'art, mais pour faire du pognon. Oui, c'est ce qu'on disait, que c'est AB Productions était conscient de faire de la merde, mais il continue à faire de la merde parce que c'était une machine à faire du fric. Je crois que j'ai regardé en diagonale un article encore aujourd'hui où il disait, je crois que ça y est, alors Red Notice, ça fait pas longtemps qu'il est diffusé. Le 12 novembre. Voilà, ça fait une semaine, tout pété. Et le truc, il est déjà à 147 millions d'heures visionnées sur Netflix. Rien que ce truc-là, c'est un truc de malade. Et donc ils sont, je te dis, tous en train de se dire. Parce que tout doucement Netflix a décidé de dévoiler en fait les audiences, parce que c'est pareil, hein, et où tu peux les voir. Mais c'est parce que si sur internet, j'imagine. Ça c'est comme ça qu'ils légitiment leur truc en disant c'est réussi. C'est eux, c'était comme avant en fait, c'est eux qui vont les fournir. Donc j'imagine sur leur site, après chaque plateforme, enfin chaque site spécialisé sur le cinéma ou autre, sa source va les diffuser, mais c'est Netflix toi qui a la source en fait, donc ils peuvent raconter n'importe quoi. Mais si demain c'est là où c'est extrêmement opaque, parce que moi je suis Netflix, ok. Comment ça tu es Netflix? Je suis Netflix. Je le suis. J'incarne Netflix. J'incarne Netflix. Red Notice, parce que j'ai des actionnaires derrière. Faut les rassurer, les actionnaires. Ah oui. Donc je vais leur dire que les audiences, on a fait combien, Michel? 100 000 vues? Non, on a fait 100 millions de vues, les gars. J'extrapole, j'exagère volontairement, mais il faut rassurer les actionnaires. Et quand tu rassures les actionnaires et que tu dis que Red Notice, au lendemain même de la diffusion, tu dis putain les gars, c'est un carton de ouf. Et ben le spectateur, comme on est tous un peu grégaires, il va se dire c'est un carton de ouf, mais il faut que je le voie ce film alors. Ça rassure les actionnaires et du coup ça fait venir des spectateurs. C'est le succès
qui génèrent du succès. C'est un truc, mais au cinéma, ça a toujours fonctionné comme ça. À tort ou à raison, hein. Et Netflix ne fait pas exception. C'est le nombre d'entrées, quoi. C'est ça. Tu dis, bah voilà, si ça fonctionne, les entrées sont bonnes. Non, mais c'est là où c'est terrifiant, c'est que Netflix c'est pire, parce que Netflix, quand tu vois un film, effectivement, tu comptabilises par rapport à une entrée. C'est un ticket de cinéma. Là, Netflix, à partir du moment où t'as 1 minute de vue, je dis n'importe quoi. Mais voilà, bah c'est bon, ils considèrent que t'as vu l'épisode. Donc les actionnaires, ils vont dire, ouais, c'est bon, bah, voilà, on a à nouveau une vue. Maintenant, effectivement, ils vont parler d'heures. Mais à un moment donné, on en était là. C'est ouais, bah voilà, il y a quelqu'un qui s'est connecté, il a regardé. Oui, c'est comme nous, les audiences, au niveau des écoutes, on est capable de dire qu'on a mis play, mais on sait pas combien de temps d'écoute l'auditeur a. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas vrai, parce que nous, on sait que nos auditeurs sont fidèles et qu'ils écoutent l'émission du début jusqu'à la fin. Bah oui. Surtout, en fait, la partie qu'ils préfèrent dans notre émission, c'est qu'on leur dit au revoir. C'est ça. Avec amour. Ouais, effectivement, ce Red Notice, ce qu'il y a, c'est que ça véhicule énormément de choses quand on parle de cinéma. Et ce que Netflix peut représenter, voilà. Après, bah voilà, t'as beaucoup de gens qui l'ont vu, t'as beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, mais eux, ça leur plaît, quand ils voient Dwayne Johnson se prendre, être au milieu du Colisée et dire, n'êtes-vous pas divertis? Non, mais c'est dégueulasse. Non, mais c'est horrible. Et qu'après, il se fait charger par le taureau. Bon, Oui. tu vois ce que tu veux. Mais c'est pareil, on balaye le truc. Et il y en a chez qui ça fonctionne. Et d'autres parce que ça va marcher. Peut-être parce que ça me rappelle un film, justement, qui était bien fait, que j'ai bien aimé. Tu vois? Je vais me dire, ah ouais, putain, Gladiator, c'est vrai. Puis à un moment donné, excuse-moi. Pardon. Jurassic Park. À un moment donné, oui, quand on lui dit, non, mais ne bouge pas, il faut pas bouger parce que, ah ben non, c'était effectivement un dinosaure. Mais tout tombe à plat. Mais là, on est en train de vous dire tout le mal qu'on pense de ce film, mais on sait que ça va pas vous dissuader de le voir parce que on l'a regardé aussi. Tout le monde va le regarder parce que c'est la nouvelle attraction Netflix. Mais à un moment donné, faut se poser bonnes questions. Si on va voir des films de qualité, je parle même pas de cinéma, parce que je pense pas que Netflix, quand ils proposent ça, prétendent faire du cinéma, mais au moins des films. Si tu veux des films de qualité, à un moment donné, faut faire aussi des choix en tant que spectateur. Voilà. Que ce soit en salle ou devant ta plateforme. Vous avez compris? Et je suis pas, et comme dit, je suis pas en train de, uniquement dénigrer Netflix parce que je pense comme vous autour de cette table, je suis client de Netflix et il y a quand même beaucoup de programmes que je regarde. Bien sûr, bah, je ferai une recours en ce sens, moi, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et que j'aime beaucoup là-dessus. Et puis j'en ai pour mon argent pour ces trucs-là. Après, comme dit, moi, Dwayne Johnson, quand il fait du Dwayne Johnson et que je regarde un film que, bah, ok, ça me va, hein. Moi, j'aime beaucoup cet acteur pour plein de trucs qu'il fait, parce que j'aime bien regarder certains des films qu'il a fait, mais j'en attends pas plus non plus, tu vois. Quand, par exemple, Ryan Reynolds, c'est la même chose. Tu vois, mais y a pas faut pas s'attendre à un truc, super bien ficelé, bien chiané et tout. Et là, c'est encore pire parce que c'est vraiment un condensé, mal fait. Dwayne Johnson, en fait, c'est quelqu'un qui, il est assez passionnant de par qui il est, par ce qu'il impose, par l'ambition qu'il a, parce qu'il parle même de vouloir être président des États-Unis, tu vois. Mais voilà, bon, on peut en rigoler, mais c'est vrai que ça semble anecdotique, mais après, ça s'est vu plusieurs fois. Hein. Schwarzenegger, t'aurais dit ça plus tôt, on aurait rigolé doucement. En fait, tu vois exactement où je voulais en venir. Je voulais parler de Schwarzenegger, parce que la différence, c'est que Schwarzenegger, il a une putain de filmo. Schwarzenegger, c'était pas Marlon Brando. Ça ne sera jamais Marlon Brando au niveau de l'acting, mais il a fait les bons choix. Il s'est bien entouré. Je sais pas, en fait. Je me suis toujours posé la question, quelle est la motivation d'un mec comme Dwayne Johnson? Schwarzenegger, il tourne chez Cameron. Il tourne chez McTiernan. Il tourne chez les plus grands réals, tu vois, qui nous ont bercé dans les années 80-90. Il a une filmo de dingue. Dwayne Johnson, il rajeunit pas. Ouais, attention, hein. Le mec, il est toujours imposant, il est toujours beau gosse, tu dis tout ce que tu veux, hein. Moi, je lui ferai l'amour demain s'il me pose la question. Il ne le fera pas parce qu'il est timide. Mais. Moi, il me ferait peur. Moi, il me ferait peur aussi. Hein? Il me ferait peur. Il vous ferait peur? Ouais. S'il s'approche de moi et il me demande, même lui serrer la main, je pense que j'aurais un peu peur. C'est compliqué, ça va être compliqué. Je sais qu'il peut être gentil, mais je pense. Et c'est pas le plus grand parce qu'il y en a des plus grands, hein, dans le film, hein. Il me ferait peur. Où il se prend en tout cas, je veux, mis à part cette petite boutade, je pensais pas qu'on allait rebondir là-dessus. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est là où je m'interroge, c'est que parce qu'il est dans cette filiation, il le reconnaît même, hein, il dit que voilà, Schwarzenegger c'était une inspiration, c'est même encore une espèce de mentor pour lui. Mais Dwayne, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, je passe ce soir, il y a pas de souci, calme-toi, mais fais des bons films. Tu as le moyen, t'es le mec le mieux payé, tu as une boîte de production,
soit tu as des good shots, et j'aime à croire que ce n'est pas le cas, mais punaise, à un moment donné, faut choisir des bons réals, quoi. Faut choisir des bons projets. Sinon, tu n'auras jamais la filmo d'un mec comme Oui, mais Schwarzenegger. alors il est peut-être guidé par l'argent et puis c'est tout ce qui l'intéresse. Non, mais est-ce que tu faudrait, Peut-être. je veux dire déjà le mec, t'as vu, je sais pas si Tu lui vous demanderas avez vu ce en soir. ce moment, mais On dit pas tout. je crois qu'il a dit qu'il aimerait bien faire James Bond. Vous avez pas lu ça? Mais apparemment, Si. et tout le monde est en train de dire, alors on adore Dwayne pour tout ce qu'il est, pour machin, exactement ce que tu viens de nous dire, mais ça c'est pas Ça pour marche lui. pas en Ah James non, mais tu Bond. peux pas Ah, mettre. déjà, il est pas anglais. Déjà. Alors, Il est pas britannique, du moins. Si ce n'était que ça, mais je veux dire, tu peux déjà lui de son physique, tu peux pas le mettre dans certains costards, quoi. Je parle pas même dans un costume, il y a des choses. Et il pour rentre pas lesquelles- dans les petites voitures de, Non, mais- de, Ouais, mais de James Bond. non mais en soi c'est fou, mais quand t'as un physique comme C'est ça James qui est Bond en complètement Hummer. démesuré. C'est ça. Non mais tu peux difficilement lui dire qu'est-ce que tu pourrais lui écrire comme rôle où il pourrait y avoir autre chose que de la castagne et de la cascade, et voilà, c'est un mec, il est tout gonflé. Regarde, même alors après il faudrait peut-être que tu prends justement, on parlait des icônes justement de Monsieur Muscle, un peu comme que ce soit Schwarzenegger ou que ce soit un Stallone. Mon Stallone, il a eu un peu il a quand même fait Copland où il avait pris du poids, où il a joué un petit peu autre chose, où il fait son truc. Mais Stallone, à la différence tu vois, d'un mec comme Schwarzy, j'aime beaucoup Schwarzy, hein, j'adore la filmo qu'il a. Stallone, c'est un comédien. Vraiment. Mais sans déconner, je dis ça même pas en plaisantant. Si vous voyez ses premiers films, vous voyez Rocky, le premier Rocky, tu dis putain, non, Stallone, c'est un comédien, vraiment, tu vois. Alors, c'est pareil. Là, tu parlais de Copland. À un moment donné, comme il est pas demandé pour faire de l'acting, bah, du coup, il propose certaines choses. Il divise son salaire par 10 et va prendre du poids pour montrer qu'il est capable. Mais du coup, il est obligé de faire, tu vois, d'être un peu dans la démonstration. Mais il n'empêche que, au-delà de ces artifices, j'ai toujours considéré de parmi les gros bras dont tu parlais, Stallone, c'était le meilleur comédien. Schwarzy, c'est celui qui a les meilleurs filmos. Et Van Damme, c'est le plus cool. ouais, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais de Dwayne alors? Eh ben, Dwayne, il Qu'est-ce a que son, tu lui fais jouer? il a Faut son qu'il Dwayne soit- Universe maintenant, hein. Il a Dwayne Johnson Universe. Mais voilà, donc mais il c'est- fait ses films et puis voilà, C'est c'est ce tout, qu'on quoi. disait. Donc voilà, lui, il sait qu'il est enfermé là-dedans, notamment. Enfin, il sait où il Il pas. s'est enfermé. Il s'est enfermé, mais quand tu prends 80 kilos de muscles en 10 ans et que tu fais des films comme ça, Tu rentres pas dans tous les rôles. Ouais, mais peux non, plus mais jouer je autre suis pas chose. d'accord avec vous. Ah non. Qu'est-ce que tu veux Et Schwarzy, il fait True Lies. Et True Lies, il est quand même trop cool. Non, mais à un moment donné, tu peux aussi jouer sur ta personnalité. Quand Schwarzy, il fait Last Action Hero, justement, il joue sur ça. Il joue sur ses clichés. Oui, mais il tu joue disais, sur ça. on disait Il qu'il se pouvait moque pas de jouer, lui-même. on disait qu'il pouvait pas, par son physique, rentrer dans le rôle de James Bond. Donc, par définition, il peut pas jouer tous les rôles. Schwarzy, il a joué Junior, il a joué Ouais, c'est vrai, Jumeaux. il a eu cette non mais période où il a sans fait déconner. Afrique à la maternelle, il a fait Non, beaucoup mais voilà. de choses. Donc il a fait. Ouais. Je dis pas. Dwayne Johnson, il a aussi fait plein de comédies, des comédies à la con. Il y a encore quelques années. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, le physique n'est pas un obstacle. Enfin, c'est Il y a qu'à te regarder. mon physique est un obstacle au bon goût. Je le sais très bien. Mais c'est pour ça qu'on fait de la radio. Moi, j'ai un physique de radio, les gars. Non, mais il est bête. Maintenant, il m'a perturbé. Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Non, mais je veux dire, je vous rappelle juste une chose, c'est que parce que maintenant on est dans des standards aussi physiques. On a déjà évoqué ça la dernière fois. Il y a encore quelques années, que ce soit dans le cinéma français ou même dans le cinéma américain, il y avait des gueules. Quand je parlais de Gene Hackman, ça n'a jamais été un playboy. Et Gene Hackman, on le voyait partout. Il s'est passé un truc phénoménal dans le cinéma américain. On l'a évoqué à 1000 reprises, on l'évoquera encore. C'est le nouvel Hollywood dans les années 70. Avant le nouvel Hollywood, il y a que des beaux gosses. Al Pacino, quand il débat, Dustin Hoffman, Gene Hackman, c'est pas des beaux gosses. Ils ont tenu des rôles aussi de beaux gosses. Ils ont tenu tous les rôles. Donc c'est pas un physique. Parce que, tu vas pas me dire que tu tombes quand t'es une gonzesse, dans le lauréat, t'es une belle nana, tu vas pas tomber amoureux de Dustin Hoffman, du physique de Dustin Hoffman. Et pourtant si, ça marche parce que la vie est comme ça. Et il jouait de ça. Donc, Dwayne Johnson, à un moment donné, le fait qu'il ait 120 kilos de muscles, pour moi, ce n'est pas une raison. Ça me fait Ouais, marrer. Non, parce que j'ai regardé le Chien de paille il y a pas longtemps et justement je me disais que la meuf elle était beaucoup trop bien pour lui. Ouais, en fait, non mais là, justement, pour le coup, alors, on va pas parler de Chien de paille parce que il faudrait 2 heures pour parler de ce film-là, mais à raison, elle est plus belle beaucoup plus Oui. belle que lui, beaucoup trop belle pour lui. Et ça explique beaucoup de choses. Son physique, cette différence de physique. Et c'est pas uniquement du fait que Dustin Hoffman soit moins beau qu'elle, c'est qu'il y a une nécessité scénaristique aussi Oui. dans Oui. ce film. Tu vois? Bon, bref, au-delà
Oui, Mike. Non, C'est vrai qu'on est j'allais parti, dire quelque chose, en mais- sucette un peu là. Juste pour James Bond, je finis juste là-dessus parce que tu me relançais sur Oui, sur c'est James exactement ça. Dwayne Johnson ne peut pas jouer James Bond, non pas parce qu'il fait 2 mètres et 120 kilos de muscles, mais parce qu'il est Dwayne Johnson. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est identifié Dwayne Johnson. Je rappelle que... Il est dans une case. Mais non, mais quand tu fais James Bond, les bons James Bond, avant d'être James Bond, ils sont pas... Je dis pas qu'ils sont rien, qu'ils n'existent pas. Sean Connery, Roger Moore, Ils sont pas déjà. catalogués. Mais ils ne représentent pas un certain type de personnage. D'accord. Quand Daniel Craig, avant de faire James Bond, à part quelques films anglais un peu gangsters ou même des comédies, vous ne connaissiez pas Daniel Craig. Quand Daniel Craig débarque, à part certains cinéphiles, la plupart des gens ne le connaissaient Je pas. l'ai vu une fois moi dans Layer Cake. Voilà, c'est C'est ça. comme C'est typiquement le genre de film british dans lequel tu pouvais le voir. Mais sinon, tu le connaissais pas. Non. Pierce Brosnan, c'est pareil, à part quelques films. Bon, Pierce Brosnan a fait quelques rôles, mais donnez-moi un rôle important avant qu'il fasse le James Bond. Je sais pas le mettre, mais je sais pas si c'est avant ou après en fait, je sais plus. Mais Non, mais vous voyez ce que je veux le dire. pic de Dante c'était après. Non, c'est après, c'est après. Mais pour vous dire comme quoi t'es identifié. Dwayne Johnson est trop identifié. Tu peux pas prendre DiCaprio pour faire James Bond, tu vois ce que je veux dire. Il y avait pas l'affaire Thomas Crown peut-être. Ça c'était un peu avant. L'affaire Thomas Crown, c'est avec René Russo, donc ça doit être quand ça. À mon avis, c'est 97 l'affaire Thomas Crown. D'accord. Qui d'ailleurs était un bon film. Moi, je préfère Ouais, j'avais l'original. L'original, Ah, ouais. putain, avec Steve McQueen et Faye Dunaway. Si vous n'avez pas vu ça, là c'est... Oh non, mais bon, là je pourrais partir 1 heure sur ce film parce que ça c'est un chat. Il faut regarder l'affaire Thomas Crown avec... 99. 99, avec, Pierce Brosnan, ouais. Ouais, donc tu vois, c'est après. Mais non, mais il était bien le remake aussi. Eh ben, on va s'arrêter là pour cette partie des Ouais, actualités désolé. parce que sinon on va déborder et puis les gens vont On a s'ennuyer. déjà débordé. On a déjà débordé. On On va tu passer. mettre un timecode. Exactement. On met un chapitrage, un timecode dans un langage un peu audiovisuel pour que vous puissiez vous repérer et avancer dans le programme de la nuit américaine. Ouais. Voilà. On va passer à la plus belle chose de cette émission, vos coups de cœur. Et donc la rubrique des coups de cœur, les garçons. Donc on commence par Julien. Tu veux bien Ouais. nous donner tes coups de cœur? Vas-y. Écoute, moi je suis tombé sur un truc qui est, alors c'est pas récent, c'est même relativement ancien. C'est une série, les séries qui s'appelle Au service de la France. J'adore. J'ai Tu pas tout connais regardé, mais j'adore. alors Vraiment, c'est j'adore. très particulier, Ouais. mais en fait c'est pas de particulier, mais si vous aimez OSS 117 écrit par Hazanavicius et Alain, cette série-là, elle va vous forcément, enfin moi je pense qu'elle va vous plaire parce qu'elle est déjà scénarisée, et puis elle est scénarisée par Alain aussi. Donc tu retrouves exactement le même rythme, tu vois, la même façon de faire dans les dialogues, ce même côté des fois même un peu absurde. Et donc c'est une série donc française. Ça se passe dans les années 60, donc on est dans la même période aussi. On va suivre si tu veux les tribulations d'un jeune homme qui s'appelle André Merlot. Il a 23 ans. Alors il est interprété par Hugo Becker. Il est fraîchement embauché. Hein. Ah ouais, lui, non mais il est stagiaire. Oui, Donc, il commence rentre, stagiaire, mais donc ouais. il rentre au service secret français en tant que stagiaire. Donc c'est quelqu'un d'intelligent, mais de très frais, puis d'un petit peu, comment dire, Réservé. pas réservé, oui, mais c'est surtout qu'il met les pieds dans un truc très particulier, parce que ça reste quand même les services secrets. Mais lui, il est assez, je dirais pas ingénu quoi, mais il est tout Naïf, frais, tu vois, un il peu est naïf, naïf. ouais, il a un peu ce côté naïf et même limite un peu sérieux. Et donc il arrive en tant que stagiaire et il va être plus ou moins formé par 3 gars. Donc il y a Moulinier, Jacquard et Callot. Ce sont 3 autres anciens agents et il y en a un qui est spécialiste de l'Afrique, l'autre tout ce qui est Algérie française et encore un autre qui est bloc de l'Est. D'accord, ça c'est les personnages qu'on va voir le plus souvent. Et donc c'est écrit de la même façon qu'est fait OSS 117. Donc c'est très drôle. Enfin c'est très drôle. C'est pas le but premier, je pense. Mais il y a quand même une envie de faire rire parce qu'il y a un décalage il y a vraiment dans les dialogues et dans le rythme aussi, il y a quelque chose de très drôle. Ouais. Voilà, si le rythme, tout ce qui correspond au OSS 117, ça te parle et ça te plaît, tu vas le retrouver là-dedans. Pareil, C'est une série Canal ou français? C'est une série qui devait être faite pour Canal+, mais qui finalement a été diffusée par Arte.
Ah ok. Et c'est alors et tu le retrouves, je crois que tu le retrouves maintenant encore sur, Bah, le, il est site, sur le site d'Arte. Ah, c'est encore en je- VOD si tu- sur Je Arte. sais pas si Je t'arrives crois. encore Ouais, à je choper crois. celle-là. Mm. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Les 2 saisons sont Ah, sur ok. Netflix. Ah bah Alors, oui. il y a- C'est 2 saisons de 12 épisodes de 26 minutes par épisode. Et les 2 saisons y sont. Alors apparemment, bon, ça a été fait la première en 2015, la deuxième en 2018. Et apparemment, en dernière rumeur qu'il y avait eu, il y aurait pas de saison 3. Mais bon. Ça a peut-être pas rencontré son public, mais Ouais, c'était pas énorme non plus. J'imagine c'est quand même particulier comme truc, mais voilà, moi j'ai passé vraiment un très bon moment à regarder. J'ai regardé les premiers épisodes, donc j'en ai eu 5, je crois 5 ou 6 pour l'instant. J'ai pas tout vu, mais ça m'a vraiment fait rire. Et t'as c'est le même genre d'humour. Alors il y a pas le côté un petit peu maniéré de Jean Dujardin qui rajoutait un peu en plus, mais c'est un peu plus sérieux quand même. Mais il y a le ton quoi. un c'est peu les le ton. mêmes, oui, c'est les mêmes vannes, c'est la même ambiance quoi. Donc voilà, au service de la France, comme dit pour l'instant, c'est sur Netflix pour ceux qui l'ont. Il y a les 2 saisons et c'est du petit format, 26 minutes, ça se regarde bien quoi. Si vous accrochez aux premiers épisodes, vous pouvez regarder. Ok. ok, ben je vais passer au mien. Tu voulais faire le tien en dernier, je pense. Ouais, parce que je- c'est pas lié. Ouais, c'est pas lié. thématique. Donc moi, c'est un coup de cœur, c'est un podcast. J'essaie de rester dans cette thématique-là. Une fois que j'aurai tout écrémé, je ferai autre chose. Mais bon. Donc en fait, il s'agit d'un podcast créé par Canal+, qui s'appelle Espion de Une vie de légende. Donc voilà, c'est un podcast qui a été lancé à la sortie de la saison 5 de la série Le Bureau des légendes. Ouais, j'aimerais bien regarder. J'ai pas le Ouais, temps. c'est un podcast immersif qui te fait rentrer dans la psyché des hommes et des femmes qui font partie du monde du secret. On va dire ça au service de l'État. Et donc c'est 5 épisodes pour l'instant. Enfin non, c'est même pas pour l'instant, c'est 5 épisodes de 26 minutes et ça parle de la genèse, enfin de la mort, c'est pourquoi a été créée cette série-là du Bureau des légendes, et ils interrogent aussi des psychiatres, des psychologues, des psychiatres, des philosophes. Il y a des maîtres de conférences qui sont spécialisés, spécialisés dans la défense, dans le secret, etc. Et dans le podcast, pour illustrer les propos, ils utilisent des extraits sonores de la série en elle-même, en fait. Ah, ok. D'accord. Et en fait, voilà, ils utilisent un extrait sonore et ils expliquent après par l'intervention d'un tiers, un intervenant, le pourquoi du comment, quoi. Donc D'accord. c'est 5 épisodes de 26 minutes disponibles sur Spotify, Deezer, et ça s'appelle Espion, une vie de légende. Sympa. Voilà. Cool. Loris. Alors moi, ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec thématique ESS, thématique service secret ou quoi. C'est juste que j'ai regardé sur Amazon Prime le documentaire pseudo-série reportage d'Orelsan. Orelsan, ouais. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? Non. Non, j'ai l'intention, on m'en a tellement Ouais, j'ai pas parlé. envie, mais... Ne montre jamais ça à personne. Du coup, c'est en fait c'est Non, C'est le titre du reportage. Et d'ailleurs, juste avant que tu commences ta recommandation, il a sorti son nouveau. J'allais en parler. Ah voilà. Ouais, son nouveau clip là. Franchement, c'est. Bon, l'album, j'ai écouté déjà. Bon, après, Vas-y. Vas-y. Mais du coup, le documentaire, comme vous en avez déjà entendu parler, ça n'a rien de. Alors, c'est pas incroyable d'originalité, mais c'est vachement intéressant à regarder puisque t'es juste, en fait, c'est son frère qui avait une caméra. Il a acheté une caméra quand il commençait un peu à faire du rap de manière amateur, pas du tout pro, et il commençait en fait à filmer un peu leur vie, qui était un peu une vie de galérien, parce qu'il a toujours été accompagné donc il y avait Orelsan, puis 3 comparses, ce qui étaient ses potes en fait, puis son frangin qui était autour. Et il l'a filmé avec sa caméra, leurs galères, leurs premiers clips tout pourris, comment ils ont monté en fait dans le son un peu à camp petit à petit, avec l'arrivée de MySpace, avec petit à petit comment l'artiste s'est créé, jusqu'aux polémiques de sale pute, jusqu'au tout ce qu'il y a eu autour, et comment il est devenu en fait le Orelsan qui est maintenant un artiste accompli qu'on connaît. Après, sa musique, effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde, comme toute musique. Mais pour le coup, comme tu disais, Mike, il y a son album qui est sorti, son nouvel album Civilisation, qui est sorti hier, et qui est vraiment chouette. Notamment, une piste. C'est l'odeur d'essence, quoi. L'odeur d'essence qui a le clip. Regardez le clip, il est fou. Parce qu'il s'est accompagné, il le montre aussi dans le reportage d'un type dont j'ai oublié le nom, Dimitri quelque chose, j'ai oublié le nom, bref, qui faisait des courts-métrages de manière amateur, et qui a notamment, il était tellement fort qu'il avait gagné un concours qu'avait lancé George Lucas
pour faire Ah ouais. des courts-métrages. Et c'est comme ça que il avait rencontré Orelsan, et c'est maintenant lui qui a réalisé notamment ce clip-là. Donc c'est un peu... Moi, je l'ai vu ce clip-là, j'ai fait, c'est une bombe, quoi. Enfin, Ouais, mais il a participé, activement participé au succès d'Orelsan, parce que c'est lui qui a un peu redéfini son image. D'accord, ok. Et c'est lui qui a créé le fameux personnage de Raël San D'accord. sur un des albums. Donc voilà, donc c'est un super reportage, je sais plus, c'est 8 ou 10 épisodes sur Amazon Prime, et c'est vraiment intéressant à suivre, quoi. C'est une belle histoire. Eh ben, merci les garçons pour. Oui, t'as encore quelque chose à moi, rajouter. j'avais aussi une reco, mais qui est Ah complète- oui. Ouais, non, vas-y. mais c'est pas C'est une bonus. reco. Un Non, bonus. ouais, la c'est un- cerise sur le gâteau. Ouais, c'est pas ça, mais c'est mon coup de cœur vraiment du moment, parce que donc comme dit, la série est vieille, c'est sympa à regarder, c'est dans le thème, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez maté Arcane? Ah, de League of Legends, Ouais. le début, ouais. T'as regardé le début? Mhm. Les C'est quoi? premiers C'est épisodes une série? Alors c'est Bah non, vas-y. ouais, bah c'est cool, parce que du coup tu l'as vu. Non, c'est une série animée D'accord. qui a été qui est tirée, si tu veux, du lore, enfin du monde d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Qui est un jeu vidéo qui est joué en ligne. Ok. C'est pas un jeu traditionnel. C'est compétitif, quoi. C'est de l'esport. Ouais, mais alors il y a une communauté énorme qui y joue, donc c'est très connu, mais donc pour à la base c'est un truc de promotion qu'ils ont voulu faire là-dessus, et donc ils ont créé cette série d'animation. Alors ce qui est bien dans cette série d'animation, c'est Riot Games qui a l'origine de ce truc, donc c'est américain, mais le studio qui fait l'animation, c'est un studio français qui s'appelle Fortiche Productions, et pour le coup, ils sont fortiches. et pour le coup, alors franchement, alors ça de toute façon, ils tiennent bien leur nom, parce que l'animation elle est magnifique. C'est vraiment, enfin c'est super beau. C'est vraiment, somptueux, ouais, c'est somptueux. Je sais pas. Alors pour s'il y a des gamers qui écoutent un petit peu, moi ça m'a fait tout de suite penser à la patte d'Arcane. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Arkane en plus. Studio, tu veux Arkane dire Studio, ouais. Des Français, ouais. Des Français encore une fois, et qui ont ce style un peu presque, dessin, un peu dessin, peinture à l'eau. Si vous avez entre le cartoon et la peinture. ouais, enfin moi c'est un style graphique qui me parle beaucoup, qu'on pourrait prendre les exemples de Dishonored, de Prey, ou de plus récemment Deathloop. Deathloop, voilà, tu y as joué toi. Et moi le dessin, je trouve ça magnifique, l'animation elle est superbe, et l'histoire de ce truc, c'est alors c'est totalement fictif, hein, d'accord. C'est pas steampunk, c'est avec de la magie en plus. Ouais, un genre de Gaslight, c'est pas ça, Gaslight Fantasy. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est un truc où c'est steampunk, et en même temps c'est un peu avec de la magie et des trucs comme ça. Et si tu veux, on est dans un monde où il y a deux villes. Enfin, c'est une ville séparée en deux, avec une partie haute, riche, vraiment florissante, voilà, et toutes ces choses-là, et de l'autre côté qui s'appelle, alors ce coin de ville, bon ça s'en fiche, mais s'appelle Piltover, voilà, et t'as la ville basse qui s'appelle Zone, où c'est plutôt la ville souterraine, insalubre, pauvre, malfamée, enfin bref, tout ce que tu veux. Et il va y avoir il y a un premier conflit, on imagine, entre voilà ces deux factions, et il va y avoir deux petites filles, deux sœurs qui vont être qui vont être orphelines, donc déjà meurtries par ce combat entre les deux factions, et qui vont être élevées dans la ville basse toutes les deux, et qui en grandissant elles font partie d'une sorte de confrérie de voleurs, de choses comme ça, parce que le gars qui s'occupe d'elles, c'est un peu le boss de la ville basse. Et voilà, on va suivre un peu leurs histoires à toutes les deux, et voilà, donc l'histoire est très très bien écrite, les personnages sont bien écrits, c'est pas manichéen, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et ouais, c'est fait avec finesse, mais ça fait partie de la campagne marketing de Riot pour promouvoir leur jeu encore, et créer tout un univers autour. Il n'y a pas qu'une série, il y a plein d'autres choses autour, quoi. Alors si t'as jamais joué au jeu, ça n'a aucune incidence. C'est pas D'accord. grave. Même au contraire, c'est peut-être même mieux, parce que ouais. tu ne cherches pas tout le temps les références. Tout à fait, ouais. Et ça t'explique bien les choses, tu comprends assez rapidement. Et donc tu disais que c'était disponible où ce truc? C'est sur Netflix Ah, en Netflix. ce moment. Donc, Ah, alors d'accord. au moment où vous allez écouter cette émission, la première saison de 9 épisodes est totalement disponible. Ce sont des épisodes, je crois, d'à peu près 45 minutes chacun. À peu près, ouais. Et c'est très beau. Alors c'est pas pour les enfants, hein. C'est un animé, c'est un dessin animé, c'est une série d'animation, mais c'est pas fait pour les enfants, c'est pour les ados, jeunes adultes et adultes, parce que c'est quand même il y a de grosses émotions, il y a des scènes très spectaculaires, ça peut être très dur aussi.
Et voilà, l'esthétique du film est vraiment classe, enfin de la série. Et voilà, si vous savez pas trop quoi regarder, vous êtes devant votre Netflix et que vous arrêtez pas de passer d'un truc à un autre, franchement, on le fait tous, ça, on le fait tous. Voilà, on le fait tous. Allez checker cette série-là. Moi, je trouve que c'est vraiment classe. Eh ben, merci Julien pour cette deuxième recommandation, et merci Loris, et merci moi-même. Merci Mike. Et puis merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre tous les 15 jours, une sortie d'épisode le lundi à 18h sur toutes les plateformes d'écoute. On vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié sur votre téléphone de la sortie d'un nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Et ben, faites-nous remonter via tous les réseaux sociaux des remarques, des commentaires, des innovations que vous avez envie d'entendre, et puis plein d'autres choses. Donc voilà, votre liste de Noël, et on fera le maximum pour vous satisfaire. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci les garçons, et ciao, à bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir mon petit.